Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Au dernier épisode, nous avions retrouvé la cabane hurlante et cette fois, nous allons en sortir. Mais malheureusement, les choses ont mal, voire très mal tourné. Ouais, parce que si le problème Rogue a été réglé précédemment, le problème loup-garou va bientôt arriver et il risque d'être un peu plus difficile à résoudre, celui-ci. La happy ending de fin d'année à Poudlard, c'est donc pas pour maintenant, à moins qu'elle n'arrive jamais vraiment en fin de compte. Alors c'est un chapitre assez court et intense qui nous attend aujourd'hui, mais ça ne fait rien puisqu'on est en très bonne compagnie pour discuter, une fois encore. On est ravis d'accueillir Floriane au micro de la fréquence. Salut Floriane, comment ça va ? Salut Marina, salut Jérémy. Ça va super bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et vous, comment ça va ? On va bien. Ça va. On est content de poursuivre cette relecture et puis on est content que tu aies accepté l'invitation. Tu as candidaté sur le Discord en tant qu'auditeur de façon classique et puis on a trouvé un créneau assez rapidement donc c'est cool. Et on espère que tu vas passer un bon moment en notre compagnie, même si, comme Marina l'a dit, le chapitre est assez court, des fois c'est comme ça, c'est un peu injuste, on va peut-être passer moins de temps sur l'histoire qu'avec d'autres invités, mais on va essayer d'en tirer le maximum. Comme à l'accoutumée, on va utiliser notre plume à papeute Floriane dans quelques secondes pour te poser 2-3 questions et apprendre à te connaître davantage. Puis on se lancera tous ensemble dans la relecture de ce chapitre, même s'il est court. Et après avoir fait le tour du chapitre, c'est vous les auditeurs que l'on va apprendre à connaître un peu plus, puisque comme d'habitude, on va diffuser quelques hiboux sonores dans la volière en fin d'émission. Bon, je crois qu'il est temps de retrouver l'air libre et la lumière pâle de la pleine lune, alors suivez-nous bien jusqu'à Poudlard et surtout attention aux loups-garous, aux rats et aux détraqueurs. La plume à papeute de Floriane. Alors Floriane, question classique pour commencer. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter et la place que ça prend dans ta vie d'adulte aujourd'hui ? Alors, moi j'ai découvert Harry Potter par les versions audio. Je devais avoir 6 ans, quelque chose comme ça, et j'avais le 1, 2, 3 qui était sorti en cassette, puis en CD. Ouais, ça fait un coup de vieux les cassettes. Ah ouais. Ouais. Et j'étais obligée de les rembobiner et j'avais un système pour que ça passe sur la phase B tout seul. Ok. Donc, c'est quand même... Et en fait, en 6e, on apprend à lire. Et... Non, pardon, en CP. En Je sais CP. pas si CP. Et du coup, j'y avais pas la suite des audios à l'époque, après le 3. Et donc, c'est comme ça que je me suis mise à lire des livres, des vrais livres par Ratus. Et j'ai commencé avec Harry Potter 4. Ok, donc tu as vraiment suivi... t'as découvert par les livres, ta porte d'entrée c'était les livres, et t'as suivi ensuite les sorties, je pense, parce que t'as découvert assez tôt, en fait, s'il y avait que les 3 premiers de sortie. Ouais, je me souviens plus qu'est-ce qui était vraiment sorti à l'époque. Je me souviens que le 7e, on était allé avec mon grand frère et mes parents en librairie à Strasbourg pour... c'était à la librairie Kléber, ils avaient organisé tout un truc pour la sortie du 7e tome, où on attendait à minuit dans la librairie, il y avait de la déco partout, il y avait de la soupe à la citrouille, c'était trop stylé. Ce qu'on appelait les Q parties en anglais, qui avaient lieu un peu partout dans le monde, vers la fin, surtout pour le dernier, ouais. On faisait la queue pour avoir notre exemplaire à minuit. C'était la bonne vieille époque. Ouais. Moi, j'étais assez petite, je me souviens plus quel âge j'avais exactement, mais j'avais pas terminé le tome d'avant. Et du coup, je lisais dans les marches de la librairie. T'as dû te poser des questions, hein. T'as dû te dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mais j'étais trop contente, j'attendais. Vraiment, c'était vraiment comme tout le monde, tu vois, l'attente du livre. Attends, Rogue, il a fait quoi ? Ouais, non, et puis après, l'audio est resté pas mal dans... En fait, j'ai beaucoup relu, réécouté tous les tomes, mais plus en audio qu'en livre.
Ok, donc tu as vraiment un lien privilégié avec la version lue par Bernard Giraudot, enfin, qui a Ouais. commencé par Bernard Giraudot. Ah, c'est intéressant. Moi, j'ai découvert ça sur le tard. J'ai découvert cet univers qui m'était assez étranger. Enfin, c'est toujours un petit peu étranger pour moi, parce que j'étais vraiment livre-livre. Mais c'est intéressant, parce que t'es pas la seule. Hein. T'es pas la première à nous dire ça. Ouais, C'est cool. Que la porte d'entrée, c'était les livres audio. C'est intéressant. Je me souviens que dans le podcast, vous en aviez parlé des livres audio. Et du coup, vous étiez un petit peu moqué de la façon des accents. C'est possible. Et moi, j'étais là, mais moi, j'aime trop. En même temps, Lupin en mode pizza YOLO. Ah, c'était Mario. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est très drôle quand on prend le recul. C'est trop drôle. Bah surtout que si je me souviens bien, il y avait personne dans l'équipe du podcast qui était familier avec les livres audio. C'est-à-dire que la plupart n'avaient jamais entendu d'extrait. Donc ouais, la découverte souvent c'est un choc, surtout que Bernard Giraudot qui a fait les 4 premiers, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Bah voilà, il a une lecture très théâtrale où il surinterprète les personnages pour bien les reconnaître. Et voilà, moi, c'est pas mon style. Personnellement, je suis beaucoup je comprends. Je suis beaucoup plus... là, par exemple, je suis en train de réécouter Stephen Fry, qui a fait les livres audio en version britannique, que je trouve beaucoup plus sobre et tout autant efficace, et même beaucoup plus efficace. Donc, je suis plutôt de l'école Stephen Fry que de l'école Bernard Giraudot, même si des fois, je les écoute quand même, parce que c'est sympa. J'y avais pas pensé à écouter en anglais, mais je pense que ça va être pas mal, justement, pour essayer de travailler un petit peu la langue. Bah c'est comme je le dis souvent, je trouve que la version anglaise de Stephen Fry, ça permet de voir ce qui est possible de faire, parce que on peut penser en écoutant le livre audio de Bernard Giraudot que c'est nécessaire d'interpréter autant les personnages pour qu'on puisse les reconnaître, parce que dans le texte, c'est pas forcément toujours dit qui parle. Mais en vrai, il n'y a pas besoin, et Stephen Fry le prouve magistralement, je trouve. Mais après, voilà, c'est un peu les goûts, les couleurs, c'est en fonction de ce qu'on aime. Et puis, je pense que globalement, même au-delà de Harry Potter et des livres audio, quand on a grandi et quand on a découvert quelque chose via un média, c'est dur d'avoir un esprit critique. En tout cas, on n'a pas le même rapport avec ça. Donc, c'est normal que si tu as découvert Harry Potter avec les livres audio, c'est normal que tu les apprécies, parce que je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie autour de ça. Ouais, c'est ça, il y a un côté Madeleine de Proust, en fait, et qui est revenu dans ma vie, parce que je les avais écoutées donc petite, et je me suis remise à les écouter un peu plus grande, en fait, au collège, parce que il s'était passé quelque chose dans ma vie, et j'avais du mal, en fait, le soir à dormir. Et du coup, j'écoutais ça comme quand on te raconte une histoire quand t'es petit pour t'endormir. Bah oui, bien sûr. Mais j'écouterai du coup la version anglaise, parce que je suis curieuse de voir la différence. Puis je vous dirai si j'ai bien aimé. Et sinon, aujourd'hui, est-ce que Harry Potter tient une place toujours aussi grande dans ta vie ? Alors, j'écoute encore régulièrement les audios. Là, dernièrement, du coup, je me suis mise à acheter les éditions de Minalima, parce que je les trouve trop jolies. Elles sont belles. Et j'avais pas En fait, les livres appartiennent à mon frère et moi. Et ils sont restés chez nos parents. Donc, j'avais pas les tomes à moi. Donc, je me dis, c'est le moment de refaire ma collection. Il faut être un petit peu patient, parce que, il y a comme on disait un peu hors antenne juste avant de commencer, il y a les 2 premiers qui sont sortis. Le 3, on n'a pas encore de date, je crois pas. Je pense qu'en fin de compte, ils publieront les 7 livres, mais je sais pas pour quand ça sera. Donc, il faut prendre un peu son mal en patience, mais c'est vrai que ce sont des livres qui sont très très beaux. Sinon, il y a les éditions illustrées, les grandes éditions illustrées de Jim Kay. De Jim Kay, qui sont... Je sais pas si tu as déjà vu ces livres-là. Ouais, elles sont vraiment trop belles. Ouais. Mais pour lire, je les trouve trop grandes, en fait. Ah, mais ça, je suis d'accord. J'ai le même rapport aux livres. Moi, j'aime pas trop... J'ai du mal à lire des livres qui sont trop gros. Donc, après, est-ce que comme les Minalima, par exemple, on a Jim Kay et Minalima... Moi, je trouve justement que Minalima, j'ai du mal à le lire comme un roman lambda. Il est lourd aussi. Parce que c'est une belle pièce, en fait. Ouais. Et moi, mes romans, c'est pas bien, hein, mais j'aime bien les malmener. Je les emmène dans le métro, un peu partout, dès que je dois attendre et tout. Donc, j'ai besoin qu'ils soient en poche, qu'ils soient malléables et tout. Et en fait, ces livres, je prends du plaisir justement à les prendre, à m'asseoir confortablement et puis à feuilleter, en fait, à découvrir un peu par hasard comment sont illustrés les chapitres, les scènes et tout ça. Mais je les lis pas page après page, par contre. J'ai du mal. Je vois. C'est vraiment le rapport objet-livre, en fait. C'est ça. C'est un bel objet.
Ouais, c'est un peu un livre de collection. Bah, les deux, hein, Minalima Enfin, comme... c'est des livres de collection, en ouais, fait. Hein. Minalima Ouais, comme carrément. Jim Kay, ouais. Et du coup, le premier, je l'ai en anglais. De Minalima Ouais, Hmm. avec la petite signature et tout. Ah, tu l'avais commandé Ah, sur le site, ouais. tu Ouais. l'avais Tu l'avais précommandé. précommandé. Oui, parce qu'à l'époque, en fait, j'avais pas vu, je m'étais pas renseignée plus que ça. Je pensais qu'ils étaient que en anglais. Et après, j'ai vu que c'était en français Ouais. aussi. Mais par contre, pour avoir la dédicace, fallait le commander forcément en anglais. Ouais. Ouais. Du coup, le 2, t'as continué en anglais ou tu l'as pris en français? Non, parce qu'en fait, ça coûtait quand même très cher avec les frais de port. Ouais, c'est vrai. Enfin, il y en avait pour 40 €, je crois. Ah ouais. Donc, en fait, voilà, j'avais vraiment craqué parce que je m'étais dit, bah, c'est la seule opportunité de l'avoir. Mm. Et du coup, en fait, après, j'ai vu qu'il sortait en français, donc je me suis dit, bon, Autant continuer en français. ouais, on va se calmer un peu. Et au départ, je m'étais dit, je prenais juste le premier et je refaisais pas toute la collection. Et j'ai vu le 2 chez ma petite librairie. Donc je fais, non, allez, bon, bah, allez, c'est parti. Et puis le 3, c'est mon préféré, alors. Donc allez, bon, bah, c'est parti. C'est vrai que c'est dur de pas craquer parce que entre les éditions Minalima, les éditions grand livre illustré de Jim Kay, les éditions anniversaires qui sont pas encore terminées, il y a beaucoup de tentations, hein, c'est vrai. Tu veux faire toutes les éditions, tu fais de la place. Hein. Ouais. Et sinon, on a vu comment tu avais découvert l'univers Harry Potter via les livres audio. Mais comment tu as découvert notre podcast? Question très importante. Alors, je pense que je vous suis depuis vraiment le premier épisode parce que j'avais découvert par le podcast. Et c'est dans les derniers épisodes du podcast, Jérémy disait que il avait un autre projet autour de l'univers d'Harry Potter. Donc j'avais suivi un petit peu. Alors, je sais plus si dans le podcast tu disais que ça s'appelait déjà la fréquence 9 3/4. Je sais plus, je pense que oui. Peut-être parce dans que... le final. Ouais. D'ailleurs, fun fact, alors. mais tu participais pas à l'émission, mais t'étais là en fait, Marina. J'étais dans l'ombre. Marina était déjà là, oui, bien sûr. Et on la voyait pas, on l'entend pas, on la voit pas, mais elle est là. Et je pense que oui, ça s'appelle déjà Fréquence 9 3/4. Je me demande même si le premier épisode n'était pas déjà enregistré. Peut-être, ouais. Et on attendait justement la fin du podcast pour le mettre. Donc c'est pas impossible que le projet avait... Je me souviens plus exactement, mais le projet avait dû être annoncé dans sa totalité. Ouais. Et du coup, je refais une annonce parce qu'on nous pose beaucoup la question. Malheureusement, les autres membres du podcast ont abandonné leur projet. Il n'y a pas de podcast fait par l'équipe en fait anciennement du podcast. Parce qu'on nous pose encore beaucoup la question. Ça revient souvent, on répond à chaque fois non. Mais Non. par contre, si ils en font une un jour, on sait pas. Hein. S'ils en font une, on l'annoncera avec plaisir à la fréquence. Ouais. Mais n'ayez pas trop d'espoir. Non, voilà. n'ayez pas trop d'espoir. ça serait un peu compliqué dans leur vie de tous se réunir pour faire des émissions et tout. Il n'y a pas que moi qui suis parti, il y a eu d'autres départs, il y a eu des mariages, il y a eu des bébés, il y a eu des bébés, bien sûr. Et donc voilà, c'est un peu compliqué, mais on sait jamais, il faut jamais dire jamais. Donc oui, tu disais, Floriane, tu étais une auditrice du podcast, donc tu as suivi la transition en fait entre podcast et fréquence 9 3/4. Tu es là vraiment depuis l'origine. C'est ça. Ok. Alors le podcast, moi je l'ai pris en cours de route parce qu'il y avait déjà beaucoup d'épisodes qui étaient sortis. Mais en fait, vous étiez sur la fin. Et du coup, j'ai fait la transition entre les deux. Cool. Donc ça fait un paquet de temps que tu nous écoutes alors. Comment tu arrives à nous supporter? On se le demande. Ah non, mais c'est le petit rayon de soleil, j'adore. C'est vraiment trop bien. Ah oui, du coup, maintenant, ça doit faire quoi? 4 ans, du coup? Ah, nous, je crois que ça fait 4 ans, ouais. 5 ans. Ouais, 4 ans, à 2018. Et puis le podcast, je sais même plus. Donc, on espère que tu nous supportes toujours et que tu vas supporter d'être avec nous aujourd'hui. Voilà. Je pense que comme beaucoup d'auditeurs, auditrices, on espère que ça ira très loin dans les livres, voire jusqu'au dernier tome. C'est l'objectif. 199 chapitres. Voilà. C'est l'objectif. Et d'autres, ils sont parvenus avant nous, donc ce n'est pas impossible. Et ouais, c'est encourageant. Et Floriane, si tu devais choisir tes préférés dans la saga Harry Potter, c'est-à-dire ton livre préféré, ton film préféré, ton personnage et ta maison de Poudlard, est-ce que tu peux nous faire un peu ta fiche d'identité poudlardienne?
Alors, dans les tomes, je pense que c'est le 3e. J'ai beaucoup d'affection pour ce tome-là parce qu'on rencontre Sirius, qui est, Ok. je pense, mon personnage préféré. Ça tombe bien. Alors, les films, c'est plus difficile pour moi parce qu'en fait, je les ai pas tellement vus. Ouais. Je suis restée beaucoup sur les livres audio, etc. Je sais que j'avais beaucoup d'attentes sur la coupe de feu, parce qu'avec le match de Quidditch du départ, enfin, comment ça s'appelle? Là, ouais, De la Coupe du Monde de Quidditch, en fait. Et je me souviens que j'avais été ultra frustrée. Ah, bah, ça... Et Parce que qu'en le fait, match on voit rien. commence. Ouais, voilà. C'est vraiment horrible. Je pense que c'est la plus grosse frustration pour moi dans les films. Ouais. Du coup, j'ai pas répondu à quel est mon film préféré parce que j'ai vraiment du mal à. T'es en pas obligé, hein. sortir Si t'en as un, pas de préféré, ouais. t'es pas Ça obligé. peut Hein. arriver. On peut le Non, concevoir. parce que je les connais moins en fait. Ça marche. Ton personnage, je pense, c'est Sirius, si on a bien compris. Ouais, du coup, donc si j'en ai qu'un, c'est Sirius. Et j'en dis un deuxième. Vas-y. Ce serait Luna. Ah, ok. Je comprends. Et ta maison de Poudlard, est-ce que t'es plus Gryffondor de Sirius Black ou Serdaigle de Luna ou même une autre maison? Je suis Gryffondor. T'es Gryffondor. Ah. Oh là là, Ouais. je suis de Gryffondor aujourd'hui. Vais-je supporter? Attention au petit cerf d'aigle. Mais j'ai des amis qui étaient étonnés en me disant, quand je leur ai dit que moi je me sentais Gryffondor, ils m'ont dit ah mais nous on pensait que t'étais plutôt Poufsouffle. Et je fais pourquoi Poufsouffle? Ah, pour mon amour des gens. Ah ouais, c'est ça. Après, il y a des, comme on dit souvent, il y a des qualités qui. Enfin, Ouais, il une y a même beaucoup. qualité va pouvoir se retrouver dans toutes les maisons, en fait. C'est-à-dire que même Puis si- après, c'est comme toi tu le sens, comment ton instinct Oui. te porte vers une maison, surtout. Moi, comme je dis à chaque fois sur Pottermore, je suis Poufsouffle, mais en vrai, je suis Gryffondor. Ouais. Ah, bah voilà. Mais de Ouais. l'extérieur, je peux paraître Poufsouffle, hein, enfin, quand on me connaît un peu comme ça, mais en vrai, je pense que Non, je t'es suis Gryffondor. T'es Gryffondor à fond. Et, Avec un tout petit peu de serpentard. alors que moi, les tests, souvent, c'est Gryffondor, alors que je me sens pas du tout Gryffondor. Et par tu n'es pas Serpentard. Si, Non, t'es pas du tout Serpentard. j'ai- T'es la Putain, mais- personne la moins Serpentard du monde, Jérém. Je comprends pas que ça te fasse autant rire encore. Mais je vois pas ton côté Serpentard. J'ai jamais dit que j'étais Serpentard. J'ai une ascendance Serpentard. Mais je vois pas ton ascendant Serpentard, Jérém. Ah bon? Je me suis mariée avec toi, je ne vois pas ton ascendant Serpentard. Bah, Tu es la personne la moins Serpentard du monde. je te demanderai au Choixpeau. Le Choixpeau, je suis sûr, il sera d'accord avec moi. Je vois Cerf d'Aigle, t'as du Poufsouffle en deuxième, et en troisième, du Gryffondor. Ah, je suis pas assez. Contrairement à Floriane, j'aime pas assez les gens pour être Poufsouffle. Je pense que c'est horrible à dire. Sachez les auditeurs qui vous détestent tous, et ils n'aiment pas les gens. tous. Je n'aime que moi. La révélation, Jérémy craque et montre son vrai visage, enfin. Bon, on va revenir sur notre sujet, et on va faire un petit écart au sujet Harry Potter, puisque Floriane, tu as publié ton premier roman fantasy en novembre 2020, qui s'intitule Eldora, c'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, du coup, Eldora, c'est un roman choral. Donc, c'est-à-dire que chaque chapitre, c'est le point de vue d'un personnage. Et on en suit à peu près 5 comme ça. Et moi, souvent, j'en présente que 3 parce que c'est déjà pas mal. Du coup, on a Arcane et Sayla, qui sont frères et sœurs, et c'est des faunes. Et dans la cité d'Eldora, les faunes, ils sont tout en bas de la hiérarchie. Ce qui fait que ils se sentent pas super bien dans cette cité. Et ils vont essayer de braver le plus grand des interdits, c'est-à-dire la quitter. Parce que Eldora est fermée sur elle-même par des remparts. Et à côté de ça, on a Aileen, qui est une fée, et en plus, c'est une princesse. Donc évidemment, elle n'a pas du tout le même quotidien que les deux gamins des rues, et elle va plus poser des questions. Beaucoup de questions. Pourquoi la ville est fermée? Pourquoi on n'a pas le droit de sortir? Quelles sont les origines? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? Et voilà, donc c'est le premier tome et le deuxième et dernier sort en novembre de cette année. Cool, intriguant. En tout cas, nous, ça nous a donné envie de le lire et on est en cours de commande auprès de Floriane. Ouais. Donc vous aussi, si vous avez envie de découvrir son roman, vous pouvez contacter Floriane directement, mettre les coordonnées en description
pour passer commande auprès d'elle ou pour parler de son roman, lui poser des questions. Elle se tiendra à votre disposition. Ouais, est-ce que tu as un conseil à donner à des auditeurs qui seraient intéressés pour commander ton livre? Parce qu'il est disponible sur les boutiques en ligne, je crois. Oui, alors il est édité en maison d'édition à compte d'éditeur et il est disponible en fait dans le catalogue des libraires. Donc si vous voulez le commander chez votre petit libraire, vous pouvez lui... Ouais, c'est possible. En fait, il l'aura pas en stock parce qu'on n'est pas une grosse maison d'édition, mais il pourra le commander sans souci. Ou vous pouvez l'acheter en ligne sur le site des éditions du Hamster, sur différentes plateformes, enfin même Cultura par exemple, ils l'ont. Ou vous pouvez le commander directement à moi pour que je puisse vous faire une petite dédicace. Ça marche. Ouais, on mettra toutes les infos utiles en description. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de petite librairie attitrée, de petite librairie indépendante, vous pouvez utiliser le site Librairie Indépendante. Vous tapez dans Google et ça vous donne le site directement. Et alors je sais que pour la région Auvergne, on a directement un site dédié. Vous tapez le nom du roman que vous cherchez. Et ensuite, ça vous localise. Et là, vous avez la liste de toutes les librairies indé qui ont en stock ou qui peuvent commander pour vous le livre. Autant bien pour le stock que la commande, vous pouvez le réserver ou le commander en ligne. Et ensuite, vous recevez un mail de la librairie qui vous avertit que le livre est disponible chez eux. Et je trouve ça super parce que ça permet de voir la librairie indé la plus proche et tout ça. Et puis après, ça crée des liens avec le libraire et c'est super cool. Et justement, tu as écrit ton premier roman. Est-ce que tu étais encore dans ta phase Harry Potter quand tu as écrit ton roman? Est-ce que d'une façon ou d'une autre, Harry Potter t'a inspiré pour ton écriture? Ou pas du tout? C'est difficile comme question. Enfin, souvent, quand on me demande mes inspirations, c'est difficile parce qu'elles sont intrinsèques, c'est-à-dire que je les conscientise pas. Et c'est que, par exemple, là, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Je l'ai pas encore relu. Mais je commence à voir certaines choses, certaines intentions que j'avais. Mais du coup, les inspirations, j'arrive pas à les démarquer vraiment clairement. D'accord. Bah, c'est plutôt sain parce que sinon, si on les remarque trop, c'est que peut-être qu'on essaie de reproduire ce qu'on a aimé. Alors que je pense pas que ça soit l'objectif. Je pense que l'objectif, c'est de raconter une histoire qui nous est propre, originale et te fait écho à toi, en fait. Et donc, du coup, c'est plutôt sain, je trouve, Ouais. de savoir qu'on a des inspirations parce que forcément, on en a. Mais de pas trop y penser, je pense que c'est même nécessaire quand on crée, quand on écrit. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Sinon, des fois, ça peut faire vraiment un... Je reproduis Ouais. ce que j'ai aimé et... C'est ça. Si on écrit sur une école de magie et qu'on sait que notre inspiration c'est Harry Potter, ça risque d'être. Il risque d'y avoir quelques similitudes. Par exemple. Et c'était instinctif d'écrire un roman dans le domaine de la fantaisie? Alors, il y a 2 parties deux parties de réponse. C'était pas instinctif d'écrire un roman parce qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire, j'avais un personnage en tête et je voulais juste écrire quelques mots sur lui pour pas l'oublier. Donc c'était le personnage de Arcane. Et donc quand j'ai commencé à écrire, je savais pas que j'écrivais un roman. Donc c'est pour ça que c'est la première partie de réponse, c'est-à-dire que c'était pas instinctif. Par contre, l'univers de la fantasy, c'est celui où je me sens le mieux, même dans mes lectures. Du coup, je m'imagine pas écrire pour l'instant autre chose que de la fantasy. D'accord. Alors, c'est ton... Comment dire? Tu lis beaucoup de fantasy. En tant que lecteur, tu te tournes plutôt vers ce monde-là aussi. Ouais, je vais lire un petit peu de science-fiction. Donc je suis même pas SFFF. C'est vraiment fantasy ou fantastique. Un petit peu de science-fiction. Et après, pour ce qui est les BD, les choses comme ça va être plus large. Ok, donc n'hésitez pas à jeter un œil au roman de Floriane qui s'intitule Eldora. Encore une fois, toutes les infos sont en description si vous êtes intéressé. Je crois qu'on va passer au chapitre. Court mais digeste. Court mais effectivement digeste. Non, j'ai essayé de modifier l'expression copieux, quoique digeste, mais non, il est pas copieux, mais il est digeste. Pas copieux, quoique digeste. Quoique digeste. Après, tu peux avoir un plat, enfin un petit plat,
mais que t'as du mal à digérer. Hein. Oui, s'il y a des truffes, peut-être. Les gens seraient choqués de savoir comment tu digères les truffes. Oh. J'adore les truffes, c'est ça le problème, mais je digère pas. Mais ils s'en foutent, les gens, on va aller au chapitre. Allez, on passe au chapitre. Sans truffes, promis. Jingle. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 20. Le baiser du détraqueur. Alors comme je l'ai dit dans le précédent épisode, c'est une étrange petite troupe qui s'avance dans le tunnel pour rejoindre le parc de Poudlard. Et Harry il se fait la même réflexion d'ailleurs. En même temps, on peut le comprendre, il se retrouve avec l'homme qui a livré ses parents au mage noir et qui n'était autre que le rat de son meilleur ami. Il se retrouve aussi avec un prof qu'il redoute, qu'il déteste, qui se retrouve à flotter dans les airs inconscients. Et puis Sirius aussi, l'homme qui pensait coupable de la mort de ses parents, qui est finalement innocent, et c'est aussi son parrain. En livrant Pettigrew, la vérité va être établie, et Sirius sera un homme libre, pouvant désormais vivre avec Harry en sa qualité de parrain. Harry ne réalise pas. Grâce à Sirius, il pourra quitter les Dursley et vivre avec le meilleur ami de ses parents. Bien sûr qu'il veut habiter avec Sirius. Cette décision d'Harry a pour effet de dessiner un sourire sur le visage de son parrain. Ce sourire qui fait apparaître l'homme qu'il avait vu quelque temps plus tôt sur la photo de mariage de ses parents. J'ai une petite question à ce moment-là. Imaginons que Sirius il soit innocenté et que Harry puisse le rejoindre pour l'été en quittant les Dursley. Imaginons que la fin du prisonnier d'Azkaban soit différente et que ce soit une happy end. Est-ce que la protection magique fonctionnerait également dans la maison de Sirius ? Et donc par là, est-ce que, par exemple, Dumbledore accepterait le fait que Harry parte vivre chez Sirius ? Oh bah oui, je pense. Parce qu'ils seront entourés en permanence de sorciers. Ouais. Il fera en sorte de le protéger. C'est quoi la base pour la protection chez les Dursley ? C'est que la tante Pétunia ait accepté Harry dans sa famille ? Ouais, c'est ça. C'est ça qui a scellé le sortilège ? Oui, c'est ça, et c'est rendu possible parce que Pétunia partage le même sang que sa sœur. Donc du coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre du lien du sang dans cette protection magique, parce que c'est un sortilège qui n'aurait pas pu être possible avec n'importe qui. Il y a pas une histoire d'amour sur le lien, comme quoi Pétunia aimait quand même sa sœur, malgré les divergences qu'il y a eu. Il lui restait un fragment d'amour pour sa sœur, et en acceptant Harry dans sa famille, elle verrouillait l'amour qu'elle avait. Ouais, c'est pas très précis en soi, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, il y a Pétunia et Lily, malgré leurs divergences, et surtout malgré le comportement de Pétunia par rapport à Lily, n'empêche qu'elles sont sœurs. Et les liens du sang sont hyper importants dans Harry Potter. Donc, si Pétunia accepte son neveu, effectivement, ça scelle la protection magique. Parce que du coup, il y a deux hypothèses. Ouais. Soit c'est parce que c'est l'amour, donc qui verrouille le truc. À ce moment-là, Sirius, comme il aime Harry, ben ça peut faire protection magique. Ou alors c'est vraiment le lien du sang, et là Sirius, ben il peut rien faire. Ouais, sauf erreur de ma part, je pense que c'est les deux en fait. Je pense que c'est le lien du sang, et en même temps Pétunia elle est obligée d'accepter son neveu. Parce que sinon ça marche pas. Donc elle est obligée d'éprouver au moins un petit peu d'affection pour Harry, et par extension pour sa sœur défunte. Après, sur Sirius, moi j'ai tendance à penser que la protection magique marcherait pas, parce que le lien du sang n'est pas là, comme tu dis. Après, c'est son parrain. Donc, je sais pas. On est dans quelque chose, je crois, d'inconnu dans Harry Potter. Après, reste que Harry, même avant qu'il Sirius, enfin, je veux dire, même quand il est protégé par la maison des Dursley, n'empêche qu'il va au terrier. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Passe ses grandes vacances aussi dans l'ancienne maison de Sirius et tout, donc je pense qu'il y a d'autres moyens mis en œuvre pour le protéger aussi. Ouais, moi j'ai envie de croire que, bon, même si Dumbledore a eu par la suite des tomes, des choses qu'on a du mal à comprendre, j'ai envie de croire qu'à ce moment-là de l'histoire, où il n'y a pas Voldemort qui est revenu, il accepterait que Harry aille chez Sirius. Ouais. Oui, parce qu'ils n'ont pas laissé sans protection pendant le mois où il va passer les vacances chez les Weasley, tu vois. Ça j'ai un doute. Enfin, je pense que la protection, c'est le fait qu'il soit avec Molly, Arthur, et que c'est les parents de Ron qui protègent Harry.
Mais en soi, il n'y a pas de protection magique autour du terrier. Je crois pas, ou alors on ne sait pas. Après, il y a moyen de protéger il y a d'autres moyens de protéger une maison qu'un lien du sang. Ouais. Donc oui, j'ai tendance à penser que forcément que Dumbledore aurait accepté. Mais est-ce que Harry n'aurait pas été un peu plus vulnérable ? Je pense que oui. Comme Harry, il est plus vulnérable quand il va au terrier ou quand il va au Square Grimoire, par exemple. Bon, au Square Grimoire, je veux dire, il y a tellement de sorciers badass qui sont là que je sais pas, mais la protection ultime, ça reste la maison des Dursley, en fait, et Poudlard. Et moi, j'ai envie de rebondir sur ça. Il y a un truc qui m'a toujours frustrée dans la suite, mais que je trouve bien écrit, etc. Mais quand Voldemort est revenu, Harry est obligé d'être chez les Dursley, et il peut pas aller chez Sirius. Enfin, c'est Dumbledore qui l'empêche en fait de voir son parrain. Et pour moi, là, il y a en plus, c'est un ado, Harry, donc il y a une méga frustration. Et en même temps, tu le prives de la seule personne seule personne, non, Harry est très aimé, mais qui est aussi proche de lui que de ce qu'étaient ses parents. Enfin, du coup, moi, j'en veux toujours à Dumbledore sur qui ça. se rapproche de lui d'une famille, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est quelque chose dont Dumbledore va tenter de s'excuser auprès de Harry, parce que Dumbledore va avouer lui-même qu'il n'avait pas suffisamment conscience de la maturité de Harry, si bien qu'il a trop cherché à protéger et à paterniser. Je sais pas si on dit paternaliser. Ouais, comme materner, c'est ça? Ouais, comme materner, mais en mode paternel. Paterniser, je pense. Je sais pas. Je connais paternaliser. Vous avez compris. Mais, et que, par exemple, je pense qu'il fait une erreur, oui, à ce moment-là, au début de l'Ordre du Phénix, quand Harry il est gardé prisonnier chez les Dursley pendant que tout le monde s'active en dehors avec l'Ordre du Phénix et compagnie, puis lui, Harry, il sait rien, quoi. Et c'est horrible, surtout que il pourrait très bien rejoindre Sirius au Square Grimoire et participer, même pas complètement, mais au moins participer en partie au plan d'attaque et à la reconstitution de l'Ordre du Phénix. Or, c'est quelque chose qui va lui faire péter un câble à Harry, ça. C'est qu'il a l'impression qu'il est laissé sur la touche alors qu'il est le premier concerné. Et que c'est plus un bébé, en fait, parce que vu tout ce qu'il a traversé, il a les épaules pour encaisser un certain nombre de trucs, mais Dumbledore continue de le protéger comme un petit enfant, comme un petit bébé, où il faut le protéger, quoi. Il faut pas tout lui dire, il faut pas tout qu'il sache. Et ça, c'est une erreur qu'il va faire, Dumbledore. Ouais, surtout que la finalité de tout ça, et je pense que c'est pour ça que je suis tellement en colère contre Dumbledore à ce moment-là, c'est que la finalité, c'est la mort de Sirius. Ouais. Et que finalement, Harry aura passé très peu de temps avec son parent. Ouais, c'est horrible. Allez, sortez les mouchoirs, allez. Mais moi, là, je me souviens que du coup, c'est un des premiers... Enfin, Harry Potter, c'est un des premiers vraiment livres que je lisais adulte, jeune adulte. Et à la mort de Sirius, mais j'ai pleuré. Ah bah oui. Je crois qu'on était beaucoup dans ce cas. Ouais. Moi, j'ai relu plusieurs fois parce que je comprenais pas. Je me dis... Attends, mais même après, plusieurs pages après, j'étais là, mais attends, il est pas mort. Enfin, tu peux pas mourir simplement en passant par un voile. Mais c'est pas possible, elle a pas fait ça. Ouais. J'étais choquée, j'avais du mal à m'avouer qu'il était mort comme ça, quoi. Parce qu'en plus, elle le fait mourir l'air de rien. Ouais. Sirius tombe au-delà du voile, et voilà. Mais quoi ? Non, je crois pas, non, Madame Rowling. Ce qui est très réussi, c'est que le lecteur est dans la même position que Harry. C'est que Harry est dans le déni. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il aille voir Nick quasi sans tête, qu'il ait cette discussion sur la mort. Il a du mal à faire son deuil parce que ça arrive tellement subitement. Et en plus, il n'y a pas de cadavre, il n'y a rien. Sirius disparaît. Il peut même pas enterrer son parrain. C'est un traumatisme de lecteur. Il y a cette phrase très forte en plus qu'a Harry qui voit le voile et il dit, il s'attendait à voir surgir Sirius de l'autre côté avec un sourire aux lèvres. Et ça brise le cœur. Bah oui, parce que si on arrive à le traverser dans un sens, pourquoi pas dans l'autre en fait ? Ça n'a pas de sens pour Harry. Il peut pas avoir disparu comme ça. Et ben malheureusement si. Moi, c'était pareil, j'avais le deuil de Harry, je le ressentais vraiment. Et après, j'étais allée sur Internet parce que tous les livres n'étaient pas sortis à ce moment-là.
Et j'avais cherché toutes les théories qui disaient que Sirius n'était pas mort. L'espoir. Et je m'accrochais à ça, mais jusqu'au bout. Et ouais. Et pour le moment, Sirius, là, il est toujours vivant. Et justement, avec toute la petite équipe, ils arrivent dans le parc, qui a alors plongé dans l'obscurité jusqu'à ce qu'une éclaircie apparaît dans le ciel, pour laisser place aux lueurs de la pleine lune. On va pas trop faire ça va exciter les chats. Et là, tout s'enchaîne. Rogue heurte Lupin, Pettigrew et Ron qui se sont brusquement immobilisés. Mais Hermione, elle comprend tout de suite le problème. Lupin n'a pas pris sa potion Tulou ce soir et il va devenir dangereux. Sirius demande alors à Harry et Hermione de fuir. Mais comment peuvent-ils laisser Ron enchaîné à Lupin ? Mais Sirius leur ordonne de courir. Il s'en occupe. Juste un petit détail dont on n'a pas discuté. Tout au but du chapitre, c'est détaillé que Sirius, c'est lui qui fait léviter Rogue dans les airs. Oui. Et que Rogue, il se tape un peu tous les murs et que c'est indiqué que Sirius, il fait pas trop attention pour ménager Rogue. En fait, c'est un peu, entre guillemets, il en fait exprès, quoi. Voilà, ce petit détail qui me fait rire. J'adore cette précision. Ouais. Elle me fait beaucoup rire. La petite vengeance un peu sournoise. C'est horrible. En plus, moi, dans ma tête, c'est vraiment son visage côté face qui écorche la pierre, donc je l'imagine, mais tout griffé. Bah, c'est ça, ouais. La méchanceté gratuite. Enfin, la revanche gratuite, on va dire. Parce que bon, Ouais. Bah, mérité quand même, parce que vu ce qu'il fait après... Mérité. Mais gratuite dans le sens où Rogue, il est inconscient. Qu'il peut pas se défendre, quoi. La transformation de Lupin commence. Sa tête et son corps s'allongent, des poils apparaissent sur son visage et sur ses mains, qui sont désormais des pattes dotées de griffes. Lupin n'est pas le seul à s'être transformé. Sirius a retrouvé sa forme animale pour contrer le loup-garou. Alors que ce dernier se libère des menottes qui l'attachent à Ron et Pettigrew, Patmol tire en arrière le loup-garou pour l'éloigner le plus de Ron. S'ensuit un combat à force de griffes. Alors qu'Harry est absorbé par la situation, le cri d'Hermione le ramène à la réalité. Heureusement qu'elle est là, Hermione. Pettigrew a profité de la situation pour sauter et prendre la baguette de Lupin et immobiliser Ron et Pat en rond. Oui, je dis Ron et Pat en rond parce que je pense qu'ils ont été stupéfixés. T'as pas fait J'ai pensé à toi à ce moment-là. Ouais. Oui, parce que c'est un tas en forme de poil, Pat en rond. Non, ouais, j'ai lu aussi la description, je dis... Oh, on dirait presque qu'il est mort à ce moment-là, c'est horrible. J'ai lu pour Ron, j'ai fait « Oh, ok ». Et Pat en rond, le temps informe. Oh. C'est comme dans les films. Genre, tu regardes un film d'horreur, il y a une personne qui meurt toutes les 5 minutes. D'un coup, le mec, il tue le chien. Ouais, et là, t'es au bout de ta vie, quoi. Pas le chien, quoi. Pas les animaux. C'est un effet d'écriture, ça. C'est Shoot the Dog, je crois. Qui, en fait, ça permet de déterminer direct le méchant. En fait, t'as aucune empathie envers quelqu'un qui tue ou frappe un animal. J'ai eu ce cas dans le livre, comment ça s'appelait ? Ah, à chaque fois, j'oublie La voix du couteau ? La voix du couteau. Ah, horrible. Enfin, je vais pas en dire plus, mais il y a un moment comme ça et... Alors, cette saga est affreuse. Ah non, mais émotionnellement, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, mais émotionnellement, faut s'armer. Parce que j'ai pleuré. Mais franchement, on vous le conseille, c'est une littérature jeunesse, un livre jeunesse, c'est assez sympa. Enfin, jeunesse... On va dire adolescent quand même. Adolescent, hein. Ouais, adolescent. Parce que c'est quand même très lourd. C'est une trilogie écrite par Patrick Ness et qui a été adaptée en série, il me semble. Non, en film. Avec Tom Holland. Ok, j'ai pas vu, j'ai un peu peur de regarder. Mais le livre est exceptionnel parce que l'originalité, c'est que les pensées des personnages, ça s'appelle le bruit. Et je crois que ça ne concerne que les hommes. Et en fait, les hommes pensent, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de penser bruyamment. On va pas trop décrire, mais en fait, ça peut devenir une arme. Et ça se passe dans un monde un peu post-apocalyptique. On ne sait pas vraiment où ça se passe, comment ça se passe, où ils en sont arrivés là. Et les femmes, elles, n'ont pas le bruit. N'ont pas le bruit. Et voilà, c'est une trilogie absolument exceptionnelle. Quand j'avais découvert ça, j'ai fait, mais il faut que tout le monde lise ces livres. Ouais. La voix du couteau, premier tome. Allez-y. Lisez Eldora de Florian et puis après lisez Patrick Ness. Et donc du coup, après encore cette digression, nous revenons à la fin de ma partie.
Donc là, on est au moment où Pettigrew, il a profité de la situation, il a pris la baguette de Lupin, il a malheureusement, immobilisé Ron, malheureusement Patoron aussi. Harry lance un Expelliarmus dont il a le secret pour récupérer la baguette de Lupin. Alors qu'il s'apprête à immobiliser Pettigrew, ce dernier se transforme en rat et détale dans l'herbe du parc. Alors, cette scène dans le film, je la trouve géniale. Peter qui, avec ses doigts comme ça et son sourire et qui se transforme, je la trouve avec la lumière et tout. Ouais, elle est vraiment très bien représentée. Par contre, j'ai été déçue de la transformation du loup-garou. Ouais, pareil. C'est toujours... J'avais pas visualisé le loup-garou comme ça. Ah pas ouais du tout. Ah non. Non, pareil. Je le trouve trop squelettique, en fait. Trop animal, peut-être, pas assez... Non, pas assez animal, justement. Ah ouais? Trop hybride entre l'homme et le loup-garou, le loup, en fait. Ok. Moi, je voyais un truc très massif. Ouais. Poilu. Ouais. Vous décrivez Hagrid, en fait. Ah, c'était Hagrid, en fait. Toi, même le loup-garou du campus, je préfère. Le loup-garou du campus. Mais en fait, il a pas trop une tête de chien / loup, en fait. Je le trouve, squelettique, mais je le trouve d'autant plus dangereux, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont fait une créature, un loup-garou, qui a des énormes bras et qui peut te déchiqueter en 2 secondes. Enfin, je vois moins un squelette que des muscles, en fait, prêts à attaquer. Je retire le loup-garou du campus parce que si vous tapez sur Google Lupin, il aurait pas pu ressembler à ça. Attends, je tape, moi, parce que moi, je sais pas. aller voir aussi. Le loup-garou le loup du campus. Ouais, c'était une série qui passait sur KD2A, France 2. Tu quoi, tu tapes l'image et tu l'as? Non, mais attends. Non. Oh, mais non. Je visualisais plus comme ça. Et là, Lupin, il aurait été comme ça, alors j'aurais été déçu. Je fais, attends, la Warner, elle a combien de budget, là? Je retire. Grave. Une fausse moustache sur les joues, allez, c'est bon, c'est parti. Il a juste des roues flaquettes qui lui remontent en moustache, tu vois. Et des lentilles jaunes. Et cette série était trop bien. J'ai jamais regardé. Oui, c'est vrai. Après, c'est hyper délicat au cinéma, une transformation de loup-garou. C'est vrai qu'ils n'ont pas fait d'effort parce qu'il a une barbiche. Il se transforme en loup-garou. C'est pas un loup-garou, c'est juste qu'il a des roues flaquettes, il kiffe le rock'n'roll, c'est tout. C'est un gars poilu. Après, pas le même budget que... Oh là là, bah non, bien sûr. Que la Warner, je pense. Non, moi j'aurais... Enfin, après, je comprends le choix du film parce qu'ils ont voulu essayer de sortir de l'image classique du loup-garou et ils ont voulu faire une interprétation. Mais je sais pas. Pour moi, un loup-garou, c'est un peu la carrure d'un ours. Et du coup, là, je l'ai pas. Oui. Mais oui, on peut être déçu. C'est sûr. Après, le processus même de la transformation, je trouve que pour... en plus, à l'époque, parce que ça commence à dater, je trouvais que les effets spéciaux étaient pas mal du tout. Après, oui, du coup, c'est plus le design de la créature. Ils auraient pu faire quelque chose autrement. Mais ouais. Mais moi, j'adore le 3e film. Moi, c'est pas tant le design de la créature que je pourrais reprocher. Moi, c'est plus les décors. C'est vraiment le seul truc que j'aime pas dans le film d'Alfonso Cuarón, c'est ça. C'est que très clairement, tu vois que c'est du carton-pâte derrière. Tu vois que c'est un faux ciel. Je crois même pas qu'ils aient utilisé que des fonds verts. Il doit y avoir des toiles peintes. Et du carton-pâte. Ouais, et que ça fait un peu carton-pâte. Mais tu sens qu'on est dans un studio et qu'on n'est pas du tout dans le parc de Poudlard. C'est le seul truc que je reproche, le côté studio du film. Mais voilà. Alors que le loup-garou s'enfuit vers la forêt interdite, Harry crie à Sirius que Pettigrew s'est échappé. Sous sa forme de chien, il est pas mal blessé, mais il s'élance quand même au loin. Harry et Hermione, eux, se précipitent sur Ron. Ils respirent, mais ils semblent être assommés. D'ailleurs, ils se précipitent pas vers Patoron. Je crois pas que c'est indiqué qu'Hermione... Non, Patoron... Hermione, elle connaît ses priorités. N'en parle plus. Contrairement à Marina. Marina, c'est genre, le chat. Mon chat. Jérémy, je m'en fous. Mais Jérémy, toi, tu pourras t'occuper de toi tout seul, tu vois. Moi, je serais là. Où tu as mal. Je serais là dans le coma. Non, mais on sait qu'un stupéfique sur un humain, c'est bon, ça fait rien. Alors que sur un chat, on sait pas. Bah ouais, c'est ça. C'est vrai. L'excuse de ouf. Alors attends, je sors ma baguette, on va tout de suite voir sur Weezy. Et là, t'as Marina qui plonge devant. Non.
non, au ralenti. Ouais. Witty. Ah bah, du coup, elle arrive. On l'a trop appelé. Bah alors, Witty. Malheureusement, ils n'ont personne pour venir les aider, car ils sont seulement accompagnés de Rogue, qui flotte toujours dans les airs, lui aussi inconscient. Harry suggère alors d'aller chercher quelqu'un au château le plus vite possible. À ce moment-là, Harry et Hermione entendent Sirius gémir de douleur sous sa forme de chien. Harry hésite, mais il se dit que de toute façon, il n'y a rien à faire pour Ron et que Sirius semble être en danger. Il se décide alors de courir rejoindre Sirius, automatiquement suivi d'Hermione derrière lui. Là, je me dis, c'est quand même un petit peu dommage qu'en 3e année, les élèves n'ont pas appris à envoyer des messages d'urgence. Comme on le verra plus tard, c'est possible de le faire avec les Patronus, par exemple. Tu peux envoyer des messages de façon hyper vite. Alors, les Patronus, c'est une forme assez avancée de la magie, mais je suis sûr qu'il y a des moyens plus simples de sonner l'alerte. Et je me dis, est-ce que c'est pas la base, en fait, par exemple, d'un cours de défense contre les forces du mal ? Par exemple, en première année, si tu n'es pas capable de te défendre par rapport, en face, par exemple, d'une créature qui te menace, est-ce que la première étape, c'est pas d'appeler de l'aide, tu vois ? Je suis sûr que la magie permet d'appeler de l'aide. Ah, mais ils auraient la possibilité, est-ce qu'ils auraient appelé de l'aide ? Parce qu'on les connaît, hein, ces têtes de cochon, hein, à pas appeler d'aide et à vouloir tout résoudre tout seul. Ouais. Après, moi, j'ai l'image dans le labyrinthe, dans la... c'est la coupe de feu, où en fait, pour signaler leur abandon, ils envoient une lumière dans le ciel, comme un feu de détresse. C'est ça. Donc je pense que ça, en vrai, c'est pas un tour très difficile, et ils doivent l'apprendre très tôt. Donc moi, avant de partir, et en plus de laisser Ron, je trouve que il y a un côté facile, tu vois. Non, mais Ron, ça va. Moi, j'y vais. Tu vois, au moins, t'envoies un signe dans le ciel, et c'est sûr que t'as des profs qui vont le voir et se dire, ok, il se passe un truc. Ouais, parce qu'ils sont vraiment pas loin du château. Mais bon, on va dire que c'est aussi pour l'histoire, hein, il vaut mieux que personne s'incruste à ce moment-là. Mais même dans le mental là, de Harry et d'Hermione, je trouve qu'il y a une petite facilité en disant « Non mais c'est bon, ok, on y va ». Oui. Mais c'est surtout pour Hermione, parce que Harry, je comprends. Mais Hermione, ouais, Harry, oui, tout à fait. Hermione, c'est vrai qu'elle le suit sans réfléchir. Enfin, en tout cas, on ne l'entend pas parler. Et je suis là en mode, c'est un peu bizarre. Je l'imagine quand même hésiter entre Sirius et Ron, et elle n'hésite pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Et même Hermione, elle n'est pas forcément vitale dans la suite de ce qui va se passer. Non. Donc on aurait pu l'imaginer qu'elle hésite et que finalement, Harry, de toute façon, lui, il n'hésite pas, il fonce et elle peut pas le rattraper. Mais d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe dans le film. Dans le film, ils ont décidé de le faire un peu différemment, c'est-à-dire que Rogue se réveille à ce moment-là et il protège, d'ailleurs c'est plutôt bien, il protège Harry, Ron et Hermione de Lupin loup-garou. Et c'est là que Harry il voit Sirius mal en point et il arrive à se détacher de l'emprise de Rogue. Et donc c'est pour ça qu'en fait, il n'y a que Sirius et Harry sur les rives du lac en train de se faire attaquer par les détraqueurs. Hermione, elle n'est pas là. C'est vrai que c'est plus dynamique. Et ouais, je trouve ça, encore une fois, je trouve que c'est un ajout, une modification hyper bien vue des films, parce que je préfère cette version. En route vers Sirius, qui a priori se trouve aux abords du lac, Harry sent peu à peu un froid l'envahir sans comprendre réellement de quoi il s'agit. Ils rejoignent enfin Sirius qui a repris forme humaine. Il est par terre, la tête dans les mains, et il supplie des détraqueurs de lui épargner la vie. Alors là, je vous propose, à ce moment-là, comme le chapitre est un peu court, une petite pause détraqueurs. Alors je crois qu'on en a déjà fait une, hein, il me semble, mais bon, je m'en souviens plus trop, et puis c'est pas très grave si on se répète. Alors on le sait, l'utilisation des détraqueurs par le ministère, c'est un point de discorde entre sorciers. Par exemple, Dumbledore, il approuve pas qu'on les utilise, et Cornelius Fudge, lui, il défend dur comme fer qu'ils sont nécessaires. Mais est-ce que vous connaissez, je pense que Marina, oui, parce que tu devais être là quand on en a parlé, si ça se trouve, c'est même toi qui en as parlé, mais est-ce que toi, Floriane, est-ce que tu te rappelles ou est-ce que tu connais l'origine des détraqueurs ? Dans l'univers étendu, bien entendu. Je peux essayer de m'en rappeler ? Vas-y. Est-ce que c'est dans les livres ou c'est du contenu annexe ? Contenu annexe. Écrit par J.K. Rowling, mais contenu annexe. Ah ouais, non. Les contenus annexes, je les connais moins bien. Ouais. C'était pas l'histoire d'une sorte de sorcier / savant fou sur l'île qui a fait des expériences avec des gens qui venaient s'échouer sur son île ? C'est ça ? Ouais. Et du coup, ces expériences ont mal tourné, ça a créé les détraqueurs. Lui, il est mort ou il est parti de l'île. Et les détraqueurs ont... J'ai perdu le mot.
Sont restés. sont restés et se sont reproduits finalement. C'est Parce ça. que, alors je ne sais pas quelle est la méthode de reproduction des détraqueurs et je ne veux pas savoir. Mais en tout cas, oui, se sont reproduits comme des chats errants, comme des petits lapins. Et donc du coup, ça fourmillait de détraqueurs. Et je pense qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont découvert ces détraqueurs. Et ils se sont dit, ouais, c'est des mecs qui enlèvent tout espoir aux gens. Mais si on les utilisait en gardiens de prison? Parce que franchement, la seule manière de punir des prisonniers, c'est de leur enlever tout espoir. Comme ça, on les réhabilite pas du tout dans la société. C'est une super bonne idée, on va faire ça. Et en plus, on va les coller sur une île où il y a que de l'eau autour et il y a rien. On va les foutre en dépression et on va s'en débarrasser comme ça. Et ça va faire de la surpopulation carcérale en plus. Nickel. C'est ça l'origine des détraqueurs. Bah, je trouve que oui, t'as plutôt bien résumé. Ok. Il y a quelques raccourcis, mais... Non, mais ouais, t'as résumé, on va dire, dans la globalité, oui, l'idée générale de ce qu'a écrit J.K. Rowling. En fait, elle a écrit ça sur Pottermore, elle a écrit un texte sur Azkaban. Et c'était en 2015, sur ce qu'était Pottermore à l'époque. Et donc, oui, non, mais juste pour donner un petit peu plus de détails, mais c'est exactement ce que tu viens de dire, Marina. Ça s'est passé au XVe siècle. Et en fait, le sorcier, le mage noir, il s'appelait, alors c'est très dur à dire, Exisdis. Voilà, je le répéterai pas trop. Et en fait, il vivait sur l'île d'Azkaban. Mais en fait, à l'époque, c'était juste une île qui se trouve dans la mer du Nord et où il a construit une forteresse, mais ce n'était pas une prison, c'était le lieu où il habitait. Juste pour préciser, en fait, il attirait volontairement les marins moldus sur son île pour les tuer et faire des expériences un peu douteuses avec les cadavres. Non mais à quel point tu fais... Franchement, mais ce sera intéressant de savoir et en même temps quand même un peu glauque. Quelle expérience tu peux faire sur des cadavres humains qui les fassent devenir des espèces de revenants finalement, qui enlèvent tout bonheur aux gens quoi, et qui puissent aspirer l'âme. C'est assez fou. Non, je pense que tu trafiques le cœur, tu vois, pour avoir comme une addiction, un besoin de la détresse des autres. Moi, j'imagine qu'ils leur enlevaient leurs âmes, et c'est pour ça que ce sont des créatures qui ont soif des âmes des autres. Après, t'es sûr que les expériences, c'était carrément sur les cadavres? Non, c'est pas précisé. Ah ouais, ça se trouve, moi je pense qu'il les gardait vivants, ça rend la chose pire. Mais du coup, ça explique comment les détraqueurs sont vivants mais sans âme, tu vois. Ouais. Intéressant le côté j'enlève ton âme pour que t'aies envie d'aspirer l'âme des autres. Enfin, c'est glauque de ouf, mais je trouve que c'est assez intéressant. C'est glauque comme histoire quand même. Hein. C'était un bon, le Exisdis, là. Un bon pote. Du coup, moi, j'ai une autre question. Combien vous pensez qu'il y a de détraqueurs? Bah, tu veux dire en tout? Ouais, parce que on disait, ils se sont... Moi, je suis pas sûre qu'ils se soient reproduits. Je pense que c'est le mage noir, il a créé X détraqueurs. Et après, il est mort, je sais pas quoi. Et c'est ces X détraqueurs qui sont là depuis tout le temps et qui meurent pas. Alors, je crois que c'est dit dans le texte de J.K. Rowling qu'ils se sont reproduits. Ah ouais? Ouais, je crois qu'elle utilise le terme de breeding. Ouais, ça veut dire se reproduire, quoi. Donc, okay. Donc, alors je pense qu'ils étaient moins avant, et en fait, comme on a laissé l'île en l'état, on n'a rien fait sur l'île quand elle a été découverte, ils se sont multipliés. En fait, on devrait faire une association comme avec les chats errants. Tu les amènes, tu captures les détraqueurs, tu vois, avec un appât, et après tu les stérilises. Alors c'est 80 € pour les mâles, 120 € pour les femelles. Ouais, mais tu utilises quel appât? Tu prends une personne que t'aimes pas. T'as une petite cage à détraqueurs ensuite pour le castrer. Mais justement, pour être un peu plus précis sur cette histoire, en fait, toute cette activité de magie noire qui avait lieu sur l'île, elle était inconnue du ministère à l'époque, jusqu'à ce que ce mage noir, Exisdis, il meure et les sortilèges de protection autour de l'île avec lui. Et lorsqu'en fait le ministère a découvert l'île, elle était déjà infectée de détraqueurs, mais comme on disait, je pense qu'il y en avait un peu moins que maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le ministère de l'époque, il craignait de détruire la forteresse parce que les détraqueurs qui y étaient, ils semblaient attachés au lieu et surtout, ils étaient indestructibles. En tout cas, ils leur paraissaient indestructibles. Alors, pour éviter de déclencher une guerre avec les détraqueurs, ils ont laissé l'île à l'abandon et c'est là où, a priori, ils se sont reproduits.
Et là, en fait, il y a eu toute une succession de ministres, et dont des sacrés loulous, en commençant par un ministre qui s'appelle Roll. C'est un nom qu'on connaît parce qu'il y a un mange-mort bien connu dans la saga Harry Potter qui s'appelle Roll. Et en fait, il a décidé d'y construire une prison. C'est lui qui a eu cette fameuse idée que tu as présentée, Marina. Il a fait, on va y construire une prison. Et c'est lui qui a décidé le premier de collaborer en fait, avec les créatures maléfiques. Et en fait, c'est des années plus tard qu'il y a eu un ministre plus modéré du nom de Tigori, un nom qu'on connaît bien aussi, qui lui a été catastrophé par la situation des prisonniers à Azkaban lorsqu'il a découvert la prison. Mais malheureusement, la situation était pire qu'avant parce que les détraqueurs sont devenus, entre guillemets, accros au flux de prisonniers qu'on leur apportait. Et le ministère, en fait, craignait des conséquences que cela apporterait de fermer l'endroit, en fait. Donc, ils ont fait un peu les poules mouillées et encore une fois, ils ont décidé de fermer les yeux. Et en fait, il faudra attendre la fin de la saga Harry Potter au moment où Shacklebolt devient ministre de la magie à son tour. Et c'est lui qui va... surtout que les détraqueurs ont collaboré avec Voldemort, donc il était absolument plus question de faire appel à eux. Et donc du coup, ils ont été remplacés par des aurores dans la prison, donc il n'y a plus de détraqueurs à l'heure actuelle. Mais la question, je ne sais pas si c'est précisé, dans Azkaban, on sait qu'il y a des mange-morts qui ont fait des actes de torture, qui sont des meurtriers. Est-ce que, admettons, il y a un mec, il a vendu de la weed sorcière plusieurs fois, on lui avait dit non, la prochaine fois, tu vas à Azkaban. Est-ce que vraiment, pour des petits délits, tu vas à Azkaban? Moi, c'est ma question. Est-ce que c'est pour les crimes? Pour les délits, il n'y a pas de prison ou il y a une prison plus soft, quoi? Moi, je pense pas qu'il y ait de plus soft parce que, Hagrid, je crois qu'il y a 2 fois où il parle de Azkaban. Il parle pas quand il a Norbert, le dragon, en disant si je me fais attraper... Je vais finir à Azkaban. Non, peut-être que j'invente, peut-être. C'est surtout que moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de justice dans le monde de la magie, parce que Hagrid, il est renvoyé à Azkaban tout simplement parce que les attaques ont repris à Poudlard, alors qu'il n'y a rien qui prouve que c'est lui le coupable. Et c'est le ministre de la magie qui décide écoutez, il faut bien que j'agisse, que je fasse quelque chose en tant que ministre, et donc Hagrid, on va l'envoyer en prison. Et t'es là en mode ah, ok, donc ok, pas de procès, rien. Donc je pense qu'il y a des dérives. En fait, tout dépend du ministre. Le ministre, il a tellement de pouvoir que ça dépend. En fait, il n'y a pas de séparation des pouvoirs dans le monde des sorciers. Non, il n'y en a pas. Clairement pas. Le ministre, il fait ce qu'il veut. Le ministre, c'est moi. Pour les détraqueurs, vous pensez que c'est possible de les tuer? C'est une bonne question. Parce que on sait que le ministère s'en débarrasse à l'issue de la bataille de Poudlard, à la fin de la Seconde Guerre des sorciers. Oui. Mais est-ce qu'ils sont vraiment détruits? Enfin, est-ce qu'ils sont morts, en fait? Est-ce qu'ils parviennent à les détruire comme Voldemort? Ou ils sont dans la cage, comme disait Marina. Après, est-ce qu'on peut tuer quelque chose qui n'a pas d'âme? On peut tuer quelqu'un qui divise son âme? Ouais, mais il a toujours un bout d'âme en lui, Voldemort. Ouais. Il a toujours un bout d'âme qui persiste, un mini. Mais là, ils ont vraiment pas d'âme. Donc, c'est des sortes de spectres. On les compare souvent aux Nazgûl de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Je me souviens plus, mais j'y crois qu'on peut détruire les Nazgûl. Donc, est-ce qu'on peut détruire les... Ça s'appelle des chasseurs de fantômes, en fait. Ouais. C'est une bonne question. Et je n'ai pas la réponse. Bonsoir, c'est Gus DX. Je suis envoyé pour vous détruire. On va appeler Attendez-vous des youtubeurs chasseurs de fantômes pour les détruire. Est-ce que vous savez d'où vient le nom Azkaban? Je suis sûr qu'on l'a déjà dit à la fréquence, mais... Ah, ça, je me souviens plus. Petit rappel. Alors, il y a une partie du nom qui est pas trop difficile à capter. Non, je me souviens plus non plus. Cabane. Non. En fait, étymologiquement, il y a un nom de prison bien connu dans le monde moldu. Ah, Alcatraz. Alcatraz. En fait, elle s'est inspirée de Alcatraz et elle a mélangé ça avec le mot hébreu Abaddon. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Ah oui, je m'en souviens. Et ça signifie lieu de destruction ou les profondeurs de l'enfer. Ça vient de la Bible, ça, non? Ah, probablement, ouais. Oui, parce qu'Alcatraz, c'est aussi une île. Une île. Bien sûr, ouais, c'est de l'inspiration. Tu dis c'est Abaddon? Abaddon, ouais. A-B-A-2-D-O-N. C'est marrant parce que dans les sons, ça ressemble à Avalon, qui est le
la dernière terre où, dans les légendes arthuriennes, où Arthur finit sa vie. Et c'est considéré un peu comme pas le paradis, parce que c'est pas ce terme-là, mais voilà, une terre de repos. D'accord. Alors là, on n'est pas trop sur une terre de repos. Non, mais pas du tout. Mais c'est la sonorité, je trouve que ça ressemble. Ouais, ça ressemble. Et enfin, pour clore le sujet des trackers, j'ai une autre question. Pareil, c'est l'univers étendu. Mais celle-là, par contre, je crois qu'elle est inédite. Je crois pas qu'on l'ait racontée à la fréquence. Désolé si je me trompe. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de Ilius ? Non. Je pense pas. Pas. En fait, c'est une histoire qu'on retrouve dans le jeu vidéo Wonder Book, le livre des sorts. Et en fait, c'est un jeu vidéo auquel J.K. Rowling a directement contribué. Et en fait, il y a pas mal de petites histoires, plusieurs éléments, plusieurs extensions de l'univers qu'on peut considérer comme étant officielles parce que elle a posé son tampon sur toutes ses créations. Alors, l'histoire, elle n'est pas datée, mais Ilius, en fait, c'était un orphelin et dont tout le village se moquait à cause de son patronus, parce que son patronus, il avait la forme d'une petite souris. Et en fait, c'est un sortilège, le patronus, qui s'avérait utile pour repousser un mage noir du nom de Radzidian qui vivait dans un château non loin du village. Et plus tard, ce mage noir, Radzidian, il est tombé amoureux de Eliana, une jeune fille du village, sauf que les parents de cette dernière ont refusé qu'il épouse leur fille. Le mage noir s'est donc vengé en lançant des détraqueurs à la poursuite d'Eliana, et tout le village s'est mobilisé en combattant les détraqueurs avec leur patronus. Sauf que les créatures sont bien trop puissantes et les villageois sont obligés de fuir avant que notre bon vieux Ilius fasse son apparition. Et malgré la petite taille de sa souris patronus, en fait, il parvient tout seul à repousser tous les détraqueurs hors du village. Donc voilà, happy ending, il finit par épouser Eliana. Voilà, en plus, il a la fille du village. Fin de l'histoire. Et donc, la morale de l'histoire, c'est pas la taille qui compte. Voilà. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ce qui compte, c'est la force de la joie que tu mets dans ton patronus. C'est pas la taille de ton patronus. Non, c'est pas la taille qui compte. Mais t'as cassé toute la poésie de cette histoire avec la taille qui compte. J'ai une autre digression, mais Vas-y. Je sais pas si elle peut être intéressante. C'est dans un des précédents épisodes, le 19, je crois. Vous parliez d'autres créatures qui sont pas évoquées dans la saga en elle-même, avec un voile qui enlève l'âme ou un truc du genre. Je sais pas si vous s'en souvenez. Je l'ai retrouvé d'ailleurs, ouais. Parce que toi aussi, non ? En fait, c'est quand vous aviez parlé de ça justement, c'était au sujet des détraqueurs, d'autres créatures. Et avec Sirius, le fait qu'il y ait le voile, quand il tombe dans le voile, je me suis demandé si c'était pas ça. Alors je pense pas, parce que je pense que le voile au département des mystères, c'est vraiment c'est un voile particulier, il n'en existe qu'un comme ça. Ouais. Et surtout, on sait que c'est une créature qui se déplace en fait. Elle ne reste pas au même endroit. Donc ça a rien à voir. Ouais. Je l'avais retrouvé parce que j'avais pas le nom en tête ni rien, mais en fait ça s'appelle un Letifold en anglais, et en français ça a été traduit par un mort rempli. Et je crois que c'est une des créatures qui me fait le plus flipper dans l'univers Harry Potter, même si ça n'apparaît pas dans les livres. En fait, c'est une créature qui ressemble à une cape noire, qui glisse sur le sol la nuit, qui te mange, qui te digère et qui disparaît. Et en fait, une fois que tu t'es fait bouffer et qu'elle s'en va, cette créature, il reste plus de traces. Il n'y a pas de traces de la créature, il n'y a pas de traces de ton corps. Et en fait, tu as juste disparu. Et pourquoi tu précises qu'elle te digère ? Parce que c'est précisé par Dragono dans Vie et Habitat des Animaux Fantastiques. Tu es digéré par la créature parce qu'en fait, le voile, il est tout fin. C'est un voile d'à-peine 1 cm d'épaisseur. Sauf que quand le mort rempli mange quelqu'un, et en fait, quand il part de la maison, il est beaucoup plus gros. Parce que en fait, il est en train de te digérer à l'intérieur. Après, ça fait des petites billes noires par terre, en fait. Voilà, une créature assez terrifiante qu'on verra peut-être dans la suite des Animaux Fantastiques, s'il y a une suite. Ah, j'espère tellement qu'il y aura une suite. J'ai tellement de plaisir lors du dernier film. C'est ironique ? Bien sûr. J'étais tellement fâchée. Enfin bref, après toutes ces petites digressions dont je suis
forcément le principal auteur, comme d'habitude. On retourne au chapitre, mais en fait, comme vous allez voir, l'action, ça se passe très très vite, donc il se passe pas grand-chose en soi. Donc c'est pour ça qu'on se permet un peu de quitter le chapitre un peu plus que d'habitude. Donc on retrouve Sirius sur les rives du lac, et autour de lui, ce n'est pas 1 ou 2 détraqueurs qui se font menaçants, mais près d'une centaine qui s'étendent dans une masse noire macabre. Le froid et le brouillard engourdissent rapidement les sens de Harry et Hermione. Harry hurle à son ami de penser à un souvenir heureux. Lui, Harry, se dit qu'il va aller habiter chez son parrain et quitter les Dursley pour de bon, et tout en pensant de toutes ses forces à son parrain, il crie la formule « Spero Patronum ». Hermione tente de faire pareil, mais elle est affaiblie par la horde de créatures qui abat sur eux un froid glacial de désespoir. Harry hurle la formule pour couvrir les cris de sa mère qui résonnent déjà dans sa tête, mais tout ce qu'il parvient à produire comme Patronus, c'est un mince filet d'argent. Hermione rejoint bientôt Sirius et elle s'évanouit. Je me suis dit à ce moment-là, en fait, Hermione, elle est pas du tout prête parce qu'elle s'est même jamais entraînée, en fait, à jeter ce sortilège. Mais tu vois, moi, tu lis le passage, et en vrai, j'ai des frissons, parce que tu sens toute la conviction, je trouve, que Harry a quand il dit non, 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 je vais habiter chez Sirius. Ouais. Tu sens que c'est le dernier recours, enfin, c'est vraiment son échappatoire, et je trouve ça très fort, en fait, comme scène. Ouais, un peu comme dans le film, quand il s'entraîne contre l'Épouvantard. Dans la version du film, il dit à Lupin qu'il s'imagine avoir une vie normale avec ses parents, comme s'ils étaient jamais morts. Là, on est un peu dans le même style, en fait. C'est-à-dire que c'est pas un vrai souvenir, c'est juste qu'il se projette dans le futur et dire tout va bien aller, je vais rejoindre mon parrain, on va vivre ensemble. Et c'est déchirant parce qu'on sait que ça n'arrivera pas. Ouais, c'est un peu la force du désespoir. Enfin, vraiment, tu vois, le cri de Spero Patronum, moi, je l'imagine vraiment comme qui vient du fond des entrailles, vraiment un truc de... Ouais, très très fort. J'aime bien cette scène. Ouais. Et qui est plutôt bien fait dans le film aussi. Hein. C'est vrai. Assez glaçant. Harry se retrouve seul et il tombe à genoux sur la rive du lac. Il n'abandonne pas pour autant et il tente avec les dernières forces qui lui restent d'invoquer son Patronus, en vain. Un détraqueur s'approche près de lui et il parvient à faire disparaître la faible brume censée protéger Harry. De sa main décharnée, il soulève sa cagoule et ce qui se trouve en dessous paralyse Harry de terreur encore davantage. Là où la créature devrait avoir une bouche, se trouve en fait un trou béant qui aspire l'air. Et à la place des yeux, se trouvent des orbites vides comme la mort. Harry est dans le brouillard le plus complet, incapable de bouger, avec sa mère défunte qui continue de crier dans sa tête. Il tâtonne et trouve le bras de Sirius avant que 2 mains glaciales lui saisissent le cou pour relever sa tête et aspirer son âme. Bon là, carrément, on est dans une scène complètement effroyable qui fait froid dans le dos à la lecture. Je me demandais, c'est quoi, vous, la créature qui vous fait le plus peur dans Harry Potter ? Est-ce que c'est les détraqueurs ? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres, les inféries, les acromantules, les basidiques, les poltergeists ? Il y en a pas mal. Est-ce que celle qui vous fait le plus peur, ça serait quoi ? Laquelle ? Floriane ? Moi, je pense que c'est les détraqueurs, parce que il y a il va vraiment chercher dans tes pires souvenirs pour te les faire revivre. Donc déjà, tes pires souvenirs, ça a été difficile de les affronter et de passer à autre chose. Donc t'es obligé d'y refaire face. Ouais. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment... Et puis en plus, tu sais que pour le combattre, il faut que tu ailles puiser dans tes plus beaux souvenirs. Et du coup, tu es là, est-ce que j'ai des souvenirs assez forts ? Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a pas mal de remises en question sur toi. Ça t'oblige à regarder ta vie, quoi. Ouais, en fait, l'effet que te produisent les détraqueurs t'empêche en fait de penser à un souvenir heureux qui est la seule arme que tu as contre eux. C'est un cercle vicieux qui métaphorise très bien la dépression, encore une fois, et qui est terrible. Ouais, c'est une des créatures les plus affreuses, ça c'est clair. Ouais, vous en aviez parlé. Et alors, donc moi, j'ai jamais vécu de dépression. Du coup, je sais pas si ça correspond, mais en tout cas, j'arrive bien à rentrer pas en empathie, mais à comprendre les émotions qu'on pourrait ressentir. Donc je trouve que c'est assez... ça fait peur, en fait. Tu te dis comment je sors de là, quoi. Ouais. Et toi, Marina ?
Je pensais aux acromontules pour toi. Est-ce que ça te fait plus peur, une acromontule? Une grosse araignée mortelle? Ouais, mais en fait, je pensais que, tu vois, inférie, acromontule, basilic et tout ça, ça te tue, tu vois. Ouais. Ça te tue, c'est fatal. Alors que le détraqueur, vu que c'est l'allégorie de la dépression, même quand il aspire ton âme, tu restes une chose vivante mais sans âme, et c'est la pire des choses qui puisse arriver, en fait. C'est de errer sans âme. Et oui, je te confirme que c'est une bonne allégorie de la dépression, les détraqueurs, parce que j'en avais déjà parlé avant et j'en parle sans tabou, mais moi, actuellement, je fais face à une dépression et le détraqueur, il est vers moi et il n'hésite pas à venir et à aspirer les souvenirs heureux que j'arrive à avoir ou les moments heureux que j'arrive à avoir. Il est là, il aspire. Il faut vraiment, dans ces moments-là, il faut vraiment réussir à puiser au fond de toi pour remonter, pour revivre. Et ça, c'est dur parce qu'en fait, c'est quelque chose qui te suit. Alors que les inféries, ça te bouffe et c'est plus fatal, quoi. C'est fini, quoi. Ouais, disons que les autres, c'est létal. Les Ouais. détraqueurs, c'est... Ça atteint ta psychologie, en fait. C'est mental. Ouais. C'est pas physique, en fait. C'est mental. Alors, je dis pas que les blessures physiques sont moins graves, hein. Bien sûr que non. Mais le mental aussi, ça fait du mal. Ouais, mais le mental, c'est un combat avec toi-même. Alors qu'une blessure, ben, bien sûr, enfin, comme tu dis, on minore pas quoi que ce soit. Mais ouais, le mental, je pense que ça te suit tout le temps. Donc, ouais, je pense que c'est la créature qui me fait le plus peur. Ouais, un peu dans le même style, même si pas vraiment, mais disons qu'on est quelque chose qui est plus de l'ordre du mental que de l'aspect mortel. Moi, c'est les épouvantards qui me terrifient. Parce que, en soi... ça t'a peur? Ouais, parce qu'en fait, je suis incapable de savoir quelle est ma plus grande peur. Et je sais que si j'étais face à un épouvantard, je le saurais et j'y serais confronté. Et donc, on est un peu on n'est pas dans la dépression ou dans le désespoir, mais on est dans la peur pure. Et ça me terrifie, tu vois. Est-ce que tu restes pas dans le déni de ta plus grande peur? Bah, peut-être. Parce qu'au fond, on sait ce que c'est notre plus grande peur, je pense. Elle doit être inconsciente. Lui, l'épouvantard, il va lire cette inconscience-là et la reproduire. Il te met un miroir de ton cerveau. Tu regardes ce qu'il y a dans ton cerveau. Et ouais, ça me fait grave flipper. Donc, je pense à ça. Ça me fait penser à la scène de Molly dans les derniers tomes où elle veut... où il y a l'épouvantard. Et en fait, elle voit toutes les personnes qu'elle aime mortes devant ses yeux. Et du coup, il y a deux aspects. L'épouvantard, il va piocher dans ce qui est le plus dur que tu as vécu. Et le détraqueur va piocher dans ce que tu as vécu. Alors que l'épouvantard, il peut te montrer quelque chose qui n'existe pas et te fait croire que ça existe. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Marina, tu m'avais demandé au début de l'épisode des inspirations de Harry Potter. Bah, en fait, là, j'en ai une. J'ai une créature qui est à l'extérieur. Donc, c'est un mini spoil qui s'appelle un Eleste. Donc, c'est basé sur une créature mythologique. Et chez moi, elle reproduit tes plus grandes craintes. Et souvent, c'est pour les réaliser. Donc, c'est une illusion, mais qui va t'amener toi-même à faire l'acte que tu crains le plus. Ok. Donc là, ouais, je pense qu'il y a une inspiration vraiment des trackers. Inspiration inconsciente. Ouais. Prêt à mourir, Harry aperçoit alors une lueur argentée et il parvient à ouvrir un peu plus les yeux. La lueur devient une lumière puissante et le froid commence peu à peu à disparaître. La lumière a la forme d'un animal qui galope à la surface du lac et qui semble repousser les détraqueurs aux alentours avant de revenir sur la rive opposée. Quelqu'un se trouve là aussi et caresse l'animal. Harry croit reconnaître la personne, mais c'est impossible. Et de toute façon, ses dernières forces finissent par le quitter et il s'évanouit en retombant sur le sol. Et voilà, c'est une fin de chapitre. Court, mais digeste. Non, tu vois, ça vient toujours pas, donc je vais arrêter de chercher une autre expression pour les chapitres courts.
Brutal, on va dire. Il s'évanouit, pouf, brutal. On va dire ça. Alors, on va passer à la rubrique renommer le chapitre. Tout. Faudrait vraiment qu'on fasse un jingle à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, je suis tentée de chanter pour faire le renommage de chapitre. Il y a le jingle que vous venez d'entendre, le petit sortilège. Je pense, voilà. Tudun. Honneur à l'invité, Floriane. Est-ce que tu as renommé le chapitre ou tu as été une mauvaise élève? Alors, j'étais une mauvaise élève. Alors, je suis en train de faire carburer mon cerveau. Alors, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 20, face à tes peurs. Ah, ouais. Très bien. Ah, j'ai un peu la chanson de Calogero dans la tête, là. Ah, Face j'avoue. à la mer. Calogero Passi, trop jeune pour mourir. Et toi, ton titre de chapitre? Alors moi, ça serait Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 20. Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas. Pas mal. J'aime bien. J'ai hésité à chanter, mais non. Et moi, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 20, un loup dans la bergerie. Oh, Ils sont bien vos titres, j'aime bien. Est-ce que vous avez, parce que c'est un chapitre court, est-ce qu'il y a quand même un personnage qui s'est démarqué pour vous? C'est dur, là. Moi, perso, j'ai personne, parce que ça a été tellement vite, c'est une succession d'actions. Ouais. Donc, à part Sirius, qui se conduit quand même d'une manière très héroïque, on peut dire Sirius. Moi, j'en ai un. Ça va être une bêtise. Moi, je dis, meilleur personnage du chapitre, c'est Rogue, pour sa très grande utilité tout au long. Inconscient dans les airs, genre... je fais rien de tout le chapitre. Moi, je retiendrai Rogue. Merci pour ce Rogue moment. qui va se réveiller et qui va regarder son visage, qui sera plein d'égratignures, il va pas comprendre pourquoi. On n'a pas vu, mais Sirius aussi, il lui a fait des dessins sur la tête et tout. Et toi, Florian, je sais pas si t'as un personnage qui te marque, à part Sirius, peut-être. Ouais, c'est difficile. On a envie de dire Sirius parce que il a le courage qu'il a. Enfin, il fait toujours face, voilà. Après, j'ai envie de dire peut-être Peter Pettigrew, même si on le déteste tous. Mais pour le coup, il est vachement malin. Enfin, il a d'audace. Ouais, c'est vrai. Il agit au bon moment, quoi. C'est ça. On peut pas lui parce enlever que ça. tout le long, dans le chapitre précédent, il supplie, on le voit comme vraiment inoffensif, en fait, vraiment, même dans la façon dont ses anciens amis le décrivent, c'était toujours celui à la traîne, celui qui galérait, celui qui machin. Et puis, là, pour le coup, c'est lui le plus malin. Ah ouais, non, c'est vrai. Il profite, hein, mais... non, mais oui, après, le meilleur personnage, c'est pas forcément un meilleur personnage dans la bonté ou dans les valeurs de ce qu'il fait, c'est aussi un personnage qui nous marque et qui sort du lot, quoi. Qui sort du lot, donc ouais, clairement, Pettigrew, l'opportuniste du chapitre, c'est lui. Toute la suite de ce qui va arriver dans ce roman, tu te dis si Peter Pettigrew, enfin même dans la suite d'Harry Potter, ne s'était pas échappé à ce moment-là, et tout serait différent. Ouais, il y a beaucoup de « et si » à ce moment-là. Et si Lupin avait bu sa potion? Et si Harry avait pris sa cape d'invisibilité et qu'il l'avait pas laissée au pied du Saulcogneur? Et si... Il y a tellement de trucs. Et si Harry n'avait pas décidé de s'interposer entre Sirius et Lupin et que Queudevert serait mort? Et si... Et ça fait exploser le cerveau. Pour le titre du chapitre, j'avais commencé à écrire « et si ». Ouais. Ça joue à rien, en fait, tout ce qui se passe. Et si nous passions à la volière? Oh C'est bon, je démissionne du syndic et je vais devenir animatrice de podcast officiellement. Lâchez le micro. Boum. Coucou le banquier. Alors, nous passons au premier hibou sonore d'Amélie. Coucou la fréquence. Je me posais la question, comment les sorciers qui n'ont pas d'elfe de maison, comment font-ils pour, en gros, adopter leur elfe de maison? Parce qu'on sait que dans les familles, dans les vieilles familles de sorciers, comme par exemple les Malfoy ou
les Blacks, les elfes de maison. Il y a des générations d'elfes de maison, il y a des générations d'humains, de sorciers. Et ça se suit comme ça. Mais il y a forcément un moment où il y a eu le premier elfe de maison. Comment il est arrivé dans la famille? Et en gros, c'est ça ma question. Et voilà. C'est assez galère à poser en fait. Mais voilà. Vous êtes vraiment un super podcast. Je vous écoute dès que j'ai le temps. Et j'adore. Voilà. Merci d'être là et d'avoir été inventé. Merci Amélie pour ton hibou. Alors pour le fait qu'on ait été inventé, il faut remercier nos parents à l'origine. Franchement, moi je suis content d'avoir été inventé. Ah ouais, moi aussi. Est-ce que c'est pas un peu la base du bonheur d'être content d'avoir été inventé? Alors pour les elfes de maison, on n'a pas trop d'informations. Alors on suppose qu'il y a uniquement les grandes familles riches de sorciers qui peuvent posséder un elfe de maison parce que ça ne s'adopte pas. Il n'y a pas des elferies où tu peux choisir d'adopter un elfe de maison. Donc je pense qu'en fait, il y a eu un premier elfe de maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé, la mise en esclavage des elfes de maison, ce qui est assez terrible. Mais en gros, je pense qu'un elfe se passe de génération en génération. Et puis pour ce qui est de la reproduction des elfes de maison, ils ont uniquement le droit de se reproduire s'ils ont l'autorisation de leur propriétaire. Donc je pense que les propriétaires pensent à reproduire leurs elfes soit pour dépanner un poteau d'une grande famille ou pour se dire mon elfe un jour il va mourir et donc pour le passer aux prochaines générations il faut peut-être un nouvel elfe. Ce qui est assez triste, hein, la vie d'un elfe de maison. Mais voilà, après c'est une théorie, c'est une supposition parce qu'on n'a pas trop... Il y a eu un article qui a été écrit sur Pottermore à l'époque, mais aujourd'hui il est plus disponible. Puis c'était pas écrit par J.K. Rowling de toute façon, c'était un article donc, général. Je sais pas. J'ai essayé de retrouver avec les brownies les créatures qui ont inspiré les elfes de maison, mais même eux on sait pas comment ils arrivent dans une famille pour aider en fait les humains. Ouais, puis dans le folklore des brownies, c'est une créature qui est quand même un peu plus libre parce que c'est une créature qui peut s'inviter chez toi et qui propose ses services en fait. Ah ouais. Donc je crois qu'il n'y a pas cette notion d'esclavage qu'il y a chez les elfes. Non, c'est vrai qu'on sait peu de choses. Spéciale dédicace à la famille Black qui ils exécutent leurs elfes de maison quand ils sont plus capables, je crois, de porter un plateau de thé. Et ils leur coupent la tête et ils exposent la tête dans un couloir de leur maison. Donc voilà, c'est un peu ça le délire des familles de sorciers. J'aurais bien voulu les connaître parce qu'ils devaient être vraiment très sympathiques. Quoique on a l'exemple par exemple d'Hepzibah Smith qui a une elfe de maison et qui semble la respecter un peu mieux que les Blacks, les Malfoy ou même les Croupetons par exemple. Donc il doit y avoir des familles de sorciers qui respectent leur elfe de maison, mais je pense que ça reste des grandes familles de sorciers et qu'il n'y a pas de service d'adoption, je sais pas quoi. En fait, ça reste de l'esclavage, mais tu c'est choisis de l'esclavage, voilà, plus ou moins de traiter avec humanité ton esclave, en fait. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Moi, pour la question de l'origine, du coup, quand j'ai écouté la question, j'imaginais qu'il y avait un contrat magique, en fait, qui a été fait. Donc, mais pour toute la race des elfes de maison, genre quelqu'un qui avait ce pouvoir pour décider pour tous et qui les a liés à chaque famille. Parce que comme c'est de la magie, on voit que les elfes ne peuvent pas du tout désobéir. Donc derrière, il y a un contrat type comme ils font avec le sang, je sais plus Un serment inviolable ? Ouais, un serment inviolable. En fait, j'imagine quelque chose dans cet esprit-là, sauf que c'est pas un serment inviolable, mais... C'est vrai que peu importe la forme que ça a, il y a une forme de contrat magique, parce qu'on le voit bien, les elfes, ils sont contraints d'obéir aux ordres de leur maître. Ils ont un maître et ils peuvent pas faire autrement, en fait. Donc il y a bien quelque chose il y a bien une contrainte magique. Sous quelle forme, je crois pas qu'on sache. Mais effectivement, il y a bien eu un départ, il y a bien eu... le sorcier qui, pour la première fois... L'œuf ou la poule ? Ouais, voilà, je pense que là, pour le coup, là, c'est forcément l'œuf... c'est connu. C'est les sorciers qui ont rendu les elfes en esclavage. Après, sous quelle forme et qui a fait ça mériterait un écrit original de J.K. Rowling. Mais elle n'en fait plus depuis longtemps. Donc, on peut toujours espérer. Et on passe au prochain hibou sonore de Mini Maraudeur. Salut la fréquence. Alors, j'avais une remarque à faire à propos de l'accusation de
Hagrid par Tom Jedusor dans la chambre des secrets. Voilà. Alors, je voulais dire que, du coup, si j'ai bien compris, l'héritier de Serpentard, c'était un peu le descendant de Serpentard. Et donc, du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce que les autres élèves, ils se sont pas dit ouais, mais attends, c'est pas possible parce que Hagrid, sa mère, c'est une géante et son père, c'était un moldu, donc il n'y a pas de rapport avec Serpentard, si. Et donc, voilà, je me disais que c'était complètement débile, du coup, que tout le monde ait cru à ça, à part Dumbledore. Et donc, voilà, je voulais avoir votre avis. J'espère que mon message aura été compréhensible et qu'il apparaîtra très vite dans la volière. Sinon, je vous balance 2 Avada Kedavra. Et voilà, des bisous. Continuez votre super podcast, il est vraiment génial. Et à bientôt. Merci, Mini Maraudeur. Enfin, je sais pas si je dois te dire merci parce que c'est un peu flippant ta menace. Mais tout va bien, tu as été diffusé. Comment ça se fait que personne n'a été choqué que Hagrid soit l'héritier de Serpentard alors que c'est un émoldu et un demi-géant qui est à Gryffondor? C'est une bonne question. En fait, moi je pense que le côté chambre des secrets et héritier de Serpentard, c'était secondaire en fait à ce moment-là, parce que je pense que l'école a surtout retenu que Hagrid avait été trop loin en amenant une acromantule à l'école, ce qui est vrai, hein. On peut clairement le juger là-dessus. Et j'ai même tendance à penser que la plupart des gens pensaient que c'était pas intentionnel, mais que c'était un accident. Et c'est peut-être pour ça que Dumbledore a pu le garder comme garde-chasse, pépouze, quoi. Après, parce que ça aussi, on en avait discuté, comment ça se fait que Hagrid peut être garde-chasse alors qu'il est soupçonné d'être l'héritier de Serpentard. Je pense tout simplement que, certes, la chambre des secrets a été ouverte, mais qu'on devait surtout parler d'attaque à l'école, et que quand Hagrid a été dénoncé, il n'a pas été vraiment dénoncé comme l'héritier de Serpentard, mais plus comme la personne qui a fait rentrer une acromantule à l'école, quoi. Je le vois comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord, si vous avez un commentaire. Non. Moi, je pense pas que les autres élèves ils savaient que c'était un demi-géant. Un demi-géant, parce que c'est pas quelque chose dont ils se vantent, au contraire. Ouais. C'est vachement caché, donc je pense qu'il y avait que Dumbledore qui le savait. Par contre, moi, l'autre question que j'ai, c'est plutôt justement héritier de Serpentard, et Hagrid, il me semble qu'il était à Gryffondor. Ouais. Donc j'ai d'autant plus de mal à imaginer un héritier de Serpentard, même si chaque individu a sa personnalité, finira Gryffondor. Après, quand on regarde Harry, les élèves à Poudlard sont pas très malins quand même, parce que dans la chambre des secrets, dès qu'Harry se met à parler fourche longue, tout le monde dit « Ah, c'est l'héritier de Serpentard !» Ouais, mais je pense que c'est parce que ça crée une panique générale, et puis à l'époque, il fallait trouver un coupable. Et Hagrid, je pense que il était un peu weird avec ses créatures, et du coup, c'était un coupable tout désigné. Et je pense que c'est ça. Hein. Et je pense que l'histoire n'a pas retenu Hagrid en tant qu'héritier de Serpentard. C'est juste ça que... Ouais. L'histoire a retenu que Hagrid, il avait déconné, quoi. Mais le côté chambre des secrets, héritier de Serpentard, c'est passé sous silence. Si bien que c'est la raison pour laquelle certains profs, par exemple à Poudlard, refusent d'y croire. Par exemple, le professeur Beans, il y croit pas. Même s'il a vécu les premières attaques, il croit pas à la chambre des secrets. Il dit que c'est une légende. Ouais. C'est bien la preuve que le côté chambre des secrets héritier de Serpentard avait pas été pris au sérieux. Nous dispute pas, c'est pas notre faute. Non, mais c'est Mini Maraudeur, il m'a... Je sais pas pourquoi tu t'es énervé. Il m'a menacé avec... Après, c'est vrai que Beans, peut-être ou les autres profs se disent que effectivement c'était l'acromantule qui était à l'origine des attaques. Même si en vrai, c'est pas la même façon de tuer. Ouais. En fait, je pense que le côté chambre des secrets est plus important au moment d'Harry Potter que d'il y a 50 ans. Je le dirais comme ça. Je pense aussi. Et nous faisons place au hibou sonore de Léa. Coucou la fréquence, je m'appelle Léa, j'ai bientôt 12 ans et je suis une grande potorette. J'ai été super heureuse en recevant le samedi matin une notification d'un nouvel épisode de votre podcast. Ça faisait un moment.
Je l'ai directement écouté. Et du coup, je me suis posé une petite question lorsque vous avez parlé des animagus et des étapes pour en devenir un. Malgré mes nombreuses relectures depuis la première fois que j'ai lu la saga, c'est-à-dire à 8-9 ans, je m'étais jamais posé une question à ce sujet. Pour quelle raison McGonagall a-t-elle voulu être un animagi? On sait tous maintenant que les étapes pour y parvenir sont très difficiles et j'ai du mal à imaginer McGonagall lors de la première étape, c'est-à-dire avec une feuille de mandragore sous la langue pendant ses cours. Et du coup, elle parlerait bizarrement, comme si elle avait un cheveu sur la langue, un truc comme ça. Ou alors, bonjour les enfants, aujourd'hui on va parler de la métamorphose, vous allez transformer une allumette en aiguille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'ai encore plein de questions en stock pour vous, mais bon, je vais m'arrêter là. Passez le bonjour de ma part à l'invité, et surtout à Weezy et Sirius. Bisous! Ah Weezy, t'as un bonjour. Ah Weezy, je lui transmets une caresse de ta part, là, elle est vers moi. Bah merci Léa, j'adore nos auditeurs, j'adore les hiboux sonores de nos auditeurs, je suis fan. On l'a un petit peu coupé, j'espère que tu nous excuseras, Léa. Alors pour McGonagall, pourquoi elle a souhaité devenir un animagus? On sait qu'elle a été grandement inspirée par son professeur de métamorphose de l'époque, Albus de Dumbledore. Oh, ça fait longtemps. Ah, ça fait longtemps que t'as pas bugué sur Albus Dumbledore. Parce qu'il faut dire que Marina, en fait, avant que les films soient au cinéma, en fait, tu le disais autrement. Tu disais pas Dumbledore. Dumbledore. Voilà. Dumbledore. J'aime trop. Ça fait longtemps. Et j'ai mis super longtemps parce qu'avant je parlais pas beaucoup. C'est trop triste ce que je veux dire, mais je parlais pas beaucoup d'Harry Potter à haute voix parce que j'avais pas d'amis qui aimaient Harry Potter. C'était vraiment quand j'ai rencontré notamment Léonie, coucou mon doudou, où j'en ai parlé un peu et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait je disais mal Dumbledore. Je pense que Léonie elle me l'a jamais dit et c'est vraiment avec toi quand on a commencé vraiment à parler sérieusement d'Harry Potter etc. où t'as bugué sur ça et du coup maintenant j'arrive à dire Dumbledore normalement. Mais toi aussi t'aimes Harry Potter? Et Hermione Granger. Rond. Ah bah ça les Québécois le disent comme ça. Mais du coup oui bah là c'est revenu, parfois ça revient comme mon accent bourguignon. Donc voilà. Du coup oui, ça me fait repenser à Alix qui nous disait, Alix de la Gazette qu'on a eu en invité, qui nous disait qu'avant que les films apparaissent, elle lisait Ron Ron. Ah oui. Et je pense que c'est pas la seule. Il y a certainement des francophones qui pensaient que c'était Harry, Ron et Hermione. Mais oui, on n'avait pas la vraie prononciation et tout avant les films. Et Rowan, ça fait Ron. Et donc du coup, voilà, elle est inspirée par son professeur de métamorphose de l'époque, Albus Dumbledore. Et pourquoi cette inspiration? Donc ça, c'est pas noté, mais en fait, c'est écrit dans l'histoire de McGonagall à l'époque de Pottermore. Est-ce que ça a été écrit par J.K. Ça, je sais pas. Oui. Ça a été l'histoire de McGonagall, c'est écrit par J.K. Ok. Ouais, il y a eu. En fait, on l'a déjà cité en référence. C'est tout un texte qui raconte l'histoire de McGonagall. Et en fait, c'est dit très brièvement, mais en fait, on sait que elle est devenue animagus quand elle était élève à Poudlard et que c'était sous la supervision de son professeur de métamorphose. On ne sait pas pourquoi cette volonté. Après, on en a parlé entre nous hors podcast, là, juste avant. En fait, on pense que c'est parce que elle adorait la métamorphose et que c'était le summum de la métamorphose de devenir un animagus, en fait. Oui, c'est le paroxysme de la profession. Ouais. Moi, j'étais arrivée à la même idée, qu'elle a poussé vraiment jusqu'au bout ce qu'elle pouvait faire en métamorphose. D'ailleurs, est-ce que c'est pas la seule métamorphose utile qui peut s'avérer utile dans le monde de la magie, c'est de se transformer soi-même? Parce que transformer des objets en un autre objet ou un animal en un objet et vice-versa, je n'ai jamais compris ce délire. Non, moi je pense que c'est sous-exploité dans les livres, parce que regarde, t'as une porte qui est fermée. Non, t'as Aloe Vera, c'est con. J'allais dire tu transformes en clé, mais non, tu peux l'ouvrir. Par exemple, on n'a plus de torchon propre. Il y a Weezy torchon. C'est horrible. Nettoie la vaisselle. En plus, ouais, ça on en a déjà évoqué, mais c'est horrible de transformer des animaux en objets. Ma pauvre petite Weezy. Oh là là. Déjà, il voulait te lancer un stupéfixe et maintenant, on veut te transformer en torchon. Oh là là. Je crois qu'ils sont toujours confiants qu'ils sont des torchons. Moi, je pense que oui. Hein.
C'est horrible. Un peu comme, je sais pas, Drago qui est transformé en fouine, il le sait, quoi. Ah ouais. Bon, cette scène elle est tellement épique que je suis quand même contente que la métamorphose existe pour ça. Ouais, c'est vrai. On passe au prochain hibou sonore qui est signé Rose. Fréquent, j'ai une petite question pour vous. Alors, dans le 6, est-ce que Dumbledore comprend le fourche-langue quand ils sont dans la pensione avec Harry? C'est pas dit, donc je savais pas du tout. Mais sinon, continuez votre humour, c'est hyper bien. Allez, gros bisous, bye. Merci Rose, je sais pas si mon humour est toujours hyper bien. Si tu veux que je continue mon humour, je peux le continuer, mais je sais pas si... Je sais pas si c'est un bon conseil. Ouais, merci Rose pour la question. Je crois qu'on l'a déjà évoqué, mais c'est toujours bon de faire un petit rappel. Et puis, je crois que c'est une question qui revient parfois. Il y a une réponse qui est connue puisque J.K. Rowling avait répondu à la question dans un chat en ligne en 2007, suite à la sortie du dernier tome. Alors, elle avait dit que oui, Dumbledore, il comprend le fourche-langue, comme il comprend la langue des êtres de l'eau ou le gobelin, par exemple. Mais elle avait précisé sur Pottermore qu'il ne peut pas parler le fourche-langue pour autant. C'est-à-dire qu'il le comprend, mais il ne peut pas le parler. Voilà pour la réponse. Moi, j'ai du mal à imaginer comment tu peux comprendre le fourche-langue. Enfin, c'est pas comme une langue que tu peux apprendre. Un peu comme la langue des êtres de l'eau ou le gobelin, tu vois. Après, on parle de Dumbledore, je pense que c'est impossible, sauf si tu es Dumbledore. C'est ça, c'est vraiment Dumbledore. Il peut tout faire. Je crois que c'est dit que Barty Croughton Senior aussi, il sait parler je sais plus combien de langues. Je crois que c'est Percy qui dit ça. Quand il est en vénération devant son patron. Donc je pense que des sorciers assez stylés peuvent apprendre des langues qui paraissent obscures et carrément impossibles à prononcer. Mais là, c'est bien dit qu'en fait, il peut pas prononcer les mots, il peut pas le parler, mais il peut le comprendre. Donc on va dire que c'est possible. Et nous passons au hibou sonore d'Éléonore. Salut la fréquence, c'est Éléonore et j'ai 2 questions. Alors la première, c'est qu'on sait qu'il faut s'acheter une baguette adaptée pour soi. Pourtant, dans le 1, Ron, il dit qu'il a la baguette de son frère Charlie. Donc est-ce que pour vous, c'est normal que Ron puisse faire de la magie avec une baguette qui ne soit pas adaptée pour lui? Voilà. Et ma deuxième question, c'est qu'on voit dans le 4 que Harry s'entraîne au sort stupéfixe sur Ron. Et Ron, justement, il parle pendant que Harry, lui, lance le sort. Mais normalement, le sort, il est censé bloquer toutes les articulations, même celles de la bouche. Donc est-ce que pour vous, c'est normal que Ron puisse encore parler? Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. À plus. Merci Éléonore pour ton hibou. Alors j'ai une réponse cette fois-ci officielle de J.K. Rowling qu'elle a donnée dans un live chat pour bloomsbury.com. C'était le même chat en fait. En 2007, c'est ça? Le 30 juillet. C'est ça, ouais. Alors elle dit, comme établi par Ollivander, un sorcier peut utiliser presque n'importe quelle baguette. C'est simplement qu'une baguette qui le choisit fonctionnera mieux. Et là où il y a un lien familial, une baguette fonctionnera un peu mieux qu'une baguette choisie au hasard. Ouais. Donc en fait, tu peux choisir une baguette un peu au hasard, mais tes sorts n'auront pas la même puissance qu'une baguette qui t'aura choisi. Mais par exemple, celle de Ron fonctionne quand même un peu mieux que n'importe quelle baguette, puisqu'il y a le lien familial avec Charlie. Et bon, il fait pas de la super magie, mais c'est quand même mieux qu'une baguette choisie au hasard ou d'occasion achetée à n'importe quel sorcier. On a un autre exemple avec Neville qui a la baguette de son père, jusqu'à ce qu'elle soit détruite au département des mystères dans l'Ordre du Phénix. Pour Ron, il me semble que dans les livres, Harry se fait la remarque à un moment, Ron, quand ses parents gagnent de l'argent, je sais plus au truc, quand ils ont un gain d'argent important, en plus du voyage en Égypte, il lui offre une nouvelle baguette. Oui. Et à ce moment-là, Ron, avant il était plutôt moyen, et quand il a sa nouvelle baguette, il arrive mieux à faire de la magie, et Harry se fait la remarque. Ouais. Alors, il fait pas le lien, Harry dans l'analyse fait pas le lien directement avec la baguette, mais je pense que c'est très lié. Il y a cette réflexion qui est faite sur Neville aussi en fait, c'est de dire c'est un peu un cancre et puis bizarrement à partir du Prince de Sang Mêlé il se révèle un peu plus jusqu'à les reliques de la mort. Et est-ce que c'est pas lié à sa baguette? Oui, peut-être un peu, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a la combinaison de la personnalité du sorcier plus la puissance de la baguette. Ouais, je pense que Neville, en plus du fait qu'il a sa propre baguette maintenant,
il s'affirme vraiment dans les derniers, en fait. Quand il n'y a plus que lui de la troupe, en fait, il prend un peu le lead. Il est obligé de prendre le lead parce qu'il n'y a plus personne, et du coup, il va assumer toutes les responsabilités qu'il endosse. Ouais. Et pour le stupéfixe, je sais pas. Je pense que c'est peut-être parce que justement il s'entraîne et que la force du sort jeté par Harry n'est pas assez présente pour stupéfixer tous les muscles de Ron, donc les muscles de la bouche, et c'est pour ça qu'il peut encore parler. Après, j'ai relu le passage dans la coupe de feu et c'est précisé que Harry ranime Ron après l'avoir stupéfixé. Donc je pense qu'en fait, peut-être que Ron, il parle aussi une fois qu'il est ranimé par Harry, même si c'est pas précisé dans le texte. Et tu penses que c'est pas possible, genre quand tu t'entraînes à un sort, au départ tu peux stupéfixer la personne, mais par exemple il lui reste que la tête de movible ou un bras. Mais je crois qu'à ce moment-là, Hermione, elle dit quand même que Harry il maîtrise le sortilège suffisamment pour passer à autre chose. Donc soit dit en ça suggère qu'il le lance correctement. Moi, ce qui me fait rire dans ce passage-là, c'est le fait que Hermione, elle reproche à Ron de pas tomber sur les coussins. Parce qu'en fait, alors qu'il fait, comment te dire. C'est vrai qu'elle abuse là. C'est vrai que c'est très drôle. Moi, du coup, j'imagine une scène où tu t'entraînes à stupéfixer, mais que t'arrives pas bien. Et l'autre en face se fout de ta gueule en parlant tout le temps, genre, tu vois, regarde, je peux parler. Ouais. Et moi, je me rends compte vraiment, je pense que je serais trop heureuse pour être une sorcière. Parce que... Alors que t'es à Gryffondor. Faudrait... Parlons-en, Marina. Es-tu vraiment une Gryffondor? On va arrêter le podcast, toi. Ah non, c'est bon, je te parle plus, je parle qu'à Floriane jusqu'à la fin du podcast. Ouais, parce que nous, on est des vrais Gryffondors. Voilà, c'est ça. Parce que en fait, il faut quand même avoir la force. Enfin, tu dis ça, tu fais le fier, là. Mais... ça y est, mais moi je suis pas un Gryffondor. Hein. Non mais même que tu sois Gryffondor, même les pauvres souffles ils font ça. Je veux bientôt t'engueuler. faut faire un exercice quand même où tu reçois un sort en pleine face qui te fait tomber quand même. Mais après, ça doit faire mal. Après ça ils le font en dehors des cours. C'est pour que Harry s'entraîne. Il s'entraîne pas pendant les cours pour stupéfixer. Ah peut-être. En même temps avec Maugréfolleuil tout est possible. Non, c'est en dehors. Là, ils s'entraînent pour la coupe de feu. Et McGonagall leur a donné une salle pour s'entraîner. C'est avant l'épreuve du labyrinthe, je pense. Parce que Harry, du coup, il s'entraîne à un peu tous les sortilèges qui peuvent lui être utiles dans le labyrinthe. Ça fait super mal. Après, on voit bien que Maugréfolleuil, Barty Crompton Junior sous la forme de Maugréfolleuil, il lance des sortilèges impardonnables sur les élèves. Il lance des impéros, donc à partir de là, oui, il vaut mieux avoir le cœur accroché quand t'es élève à Poudlard. Et on passe au hibou sonore, qui est signé cette fois Valentin. Hello la fréquence, un petit hibou vocal parce que je suis en train de regarder le Harry Potter 3 et le prisonnier d'Azkaban et j'aimerais savoir si c'est une erreur des films ou si c'est une mécompréhension de ma part, mais lorsque Petit Gros se change à nouveau en rat lorsqu'il quitte le passage secret du Saule Cogneur, on le voit qui perd ses vêtements. De ce qu'on savait par McGonagall, les Animagi gardaient leurs vêtements. Alors est-ce que c'est une erreur du film ou est-ce que c'est que Petit Gros qui perd ses vêtements lorsqu'il se change? Voilà, merci pour votre travail et on a hâte de réécouter d'autres épisodes de la fréquence. Merci Valentin. Alors c'est marrant parce que c'est une scène qu'on a évoquée dans le chapitre qu'on vient de faire. Pourquoi il perd ses vêtements dans le film? Je pense que la plupart des sorciers, effectivement, ils se transforment avec leurs vêtements parce que tout simplement, je trouve ça plus pratique. Tu gardes tes vêtements, puis quand tu te retransformes, t'as tes vêtements toujours sur toi. Après, dans le film, là, dans cette scène du film, le choix a sans doute été fait pour que ça soit plus parlant visuellement, qu'il laisse ses vêtements derrière lui. Et comme on l'a évoqué, c'est vrai que c'est un plan qui est assez sympa avec Queue de Verre qui fait qui nargue un peu en disant au revoir et puis pouf il tombe sous sa forme de rat et il y a le tas de vêtements. Je pense que comme c'est un film visuellement le trick fonctionne bien. Je pense que c'est plus ça, je pense que c'est plus un effet des films parce que dans le livre c'est pas précisé mais a priori il se transforme, il laisse pas ses vêtements derrière lui, je crois pas dans la version livre. J'aime bien cette scène, donc je la referai pas. Ouais, voilà, elle est bien comme ça, même si, effectivement, ça veut dire que quand il va se retransformer en humain derrière, a priori, il va être tout nu, quoi.
Non, et pour moi, en fait, ça me paraît plus cohérent que quand tu transformes, soit tes vêtements, ils craquent, soit ils tombent, enfin, tu les as plus, et que quand tu retransformes, t'as pas de vêtements, quoi. Ça me paraît plus logique que des vêtements qui sont adaptables, magiques. Oui, je m'adapte à une taille de souris, puis humain, enfin... Après, si c'était comme ça... J'imagine moins. Si c'était comme ça, il y aurait eu un double choc dans le chapitre précédent quand Lupin et Sirius ils forcent Queue de Verre à retrouver sa forme humaine. C'est genre oh mon dieu, mais en fait c'est un humain et oh mon dieu, il est à poil. Ouais, c'est ça. Ah, ça change toute la scène. Ah mon dieu, la taille compte. Je pense que c'est pour ça que J.K. Rowling elle impose cette règle que tu gardes tes vêtements et tu te retransformes avec tes vêtements parce que sinon, là, on est sur du interdit aux moins de 18 ans, quoi. En plus, non, Ron, il le pose non, avant qu'il se transforme. Mais sinon, t'imagines, il se transforme sur Ron, c'est horrible. Ah, Ah, mais j'ai dormi avec un vieil homme tout nu pendant 13 ans. c'est tout flippé. C'est horrible. Je crois que le traumatisme est assez présent pour éviter ça. Pour éviter qu'il se transforme à poil. C'était pas un qu'il y avait dans mon lit. Oh non. Pardon. Marina qui va trop loin. Et voilà. Tu comprends pourquoi il y a du montage. C'est Rose qui disait gardez votre humour. Bah tu vois Rose. On était déjà limite, mais là je crois qu'on a franchi un cap. Bon, sur cette note d'humour de bon goût, nous passons au hibou sonore de Trèfle. Bonjour la fréquence, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour les vacances, reposez-vous et nous on sera là, ne vous inquiétez pas. Petite question à votre avis, simple et courte, combien de temps durent les sortilèges? Parce que quand les enfants jouent et lancent un stupéfixe ou quand c'est un adulte qui lance un stupéfixe, j'imagine que ça n'a pas la même durée non plus. Par exemple aussi, Hermione lance un maléfice de confusion à McLaggen dans le numéro 6 pour que McLaggen rate un but et pour que ce soit Ron qui soit choisi dans l'équipe de Gryffondor. Et du coup, quand McLaggen il rentre dans Poudlard à pied, il est encore en pleine confusion. Donc voilà, à votre avis, combien de temps dure un sortilège? Merci, gros bisous. Merci Trèfle pour ton hibou. Alors je sais pas trop, je pense que ça dépend du sortilège. Par exemple, pour le sortilège de stupéfiction dont on vient de parler, ça dépend la puissance, je pense, donnée au sort. Par exemple, stupéfixe, ça peut durer très longtemps si le sorcier est puissant. Mais la différence avec, par exemple, le sortilège de confusion, je crois, c'est que stupéfixe, il a un contre-sort. Et c'est Énervatum qui permet de ranimer, en fait, la personne. Alors que le sortilège de confusion, j'ai pas trouvé, en fait, de contre-sort. Donc je suppose que si c'est un sort de confusion assez puissant, la personne peut rester très longtemps confuse. Voilà, j'imagine qu'il y en a un quand même. Peut-être Affinité Incantatum, alors je sais que c'est un peu général, mais ça met fin un peu à tout type de maléfice. Ouais, j'ai pas trouvé contre-sort. Non, mais ouais, il y a peut-être pas de contre-sort à proprement parler pour ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça dépend de la volonté du sorcier, de ce qu'il veut faire, et puis aussi de sa compétence, quoi. Parce que c'est un sortilège de confusion que Hermione jette à ses parents? Ah non, elle efface sa mémoire. Non, à chaque fois, on se trouve. Enfin, elle efface pas la mémoire, elle modifie la mémoire. Ah ouais, elle modifie. Ouais, sur Oubliette, c'est un sort qui est définitif. Bah, a priori, quand il est bien exécuté, oui. Parce que comme on le voit, il faut qu'il soit bien exécuté. Ouais, c'est ça. Par exemple, Lockhart, c'est un des rares trucs où il est bon. Et bah, quand il se prend lui-même son propre sort, comme son sort il était extrêmement puissant, bah, il est instantanément ghost et a priori ils n'arrivent pas à le guérir. Donc ouais, en fait il n'y a pas de règle en fait. Ouais, je dirais que ça dépend vraiment de comment il est lancé, la volonté et la puissance derrière le sort. C'est ça. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, je suis toujours resté sur le mais Ah. Bon, bah, je crois que c'est le bon moment pour mettre un terme à cette volière. Merci à tous pour votre participation active au podcast. Parmi les hiboux non retenus, on tenait à citer Rose qui nous envoyait un vocal sur Petit Gros sous sa forme de rat. Et merci aussi à Justine pour son message sur les unpopular opinions. On a bien aimé ta question, mais le bruit de la rue était un peu trop fort. N'hésite pas à le refaire si tu repasses par là. On le rappelle à chaque fois, mais il peut y avoir un décalage plus ou moins important entre le moment où vous envoyez votre vocal et le moment où on le passe à l'antenne.
En ce moment, les hiboux reçus depuis août n'ont pas tous été traités encore, donc si jamais vous êtes concerné, il y a une chance que vous soyez diffusés un peu plus tard. Mais si vous avez envie de nous renvoyer un hibou ou de nous contacter pour la première fois, on vous invite à le faire en message privé sur Facebook, Twitter ou Instagram. Et si vous préférez, il est aussi possible de nous contacter par mail à l'adresse fréquence934@gmail.com. Tous les hiboux sonores qu'on reçoit sont mis de côté pour la volière. Pensez bien à faire environ 1 minute et pas beaucoup plus. Et on tente aussi de répondre directement à tous les messages écrits si jamais vous préférez ce moyen-là. Au-delà de la volière, pensez bien à nous suivre sur les réseaux pour être tenus au courant des sorties, des éventuels problèmes techniques aussi avec les différentes applications de podcast. Malheureusement, c'est assez souvent en ce moment. Il y a aussi un groupe privé Facebook et un serveur Discord, bien entendu. Si vous recherchez le chevalier du Catogan pour vous aider à vous y retrouver dans tout ça, pas besoin de partir en quête. La description est là pour vous aider avec tous les liens qui peuvent vous être utiles. La fréquence est bien entendu disponible sur à peu près toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Deezer, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Amazon Music ou même YouTube. Bref, il y a quand même le choix. Certaines applis permettent de laisser des étoiles et ou un commentaire et c'est toujours un énorme soutien pour nous si vous prenez le temps de le faire. Un grand merci aussi à tous ceux qui l'ont déjà fait d'ailleurs. En commentaire récent, on peut citer Jean de la Lune, Emma Watson, Emma Watson. Le meilleur podcast et Barty Croupton Junior sur Apple ou encore Adphone Weasley sur Podcast Addict. Quelqu'un qu'on peut remercier aussi, c'est Floriane, bien sûr, qui nous a accompagnés tout au long de cette émission. Bon, Floriane, as-tu passé un bon moment dans la saga Harry Potter en notre compagnie ? Oh ouais, c'était vraiment trop bien. Merci beaucoup de m'avoir invitée. J'ai passé un super moment avec vous et nous aussi. C'était trop bien. De même. Si comme Floriane, vous aussi, vous aimeriez participer à un futur épisode de La Fréquence, direction notre Discord. C'est ici qu'on traite les candidatures et qu'on enregistre, donc on vous invite à suivre les instructions sur le serveur si jamais vous êtes intéressé. Petit conseil, comme la volière, il peut y avoir de l'attente, donc on vous recommande de prendre de l'avance et de pas trop tarder à candidater si vous êtes partant. Et on n'oublie pas, bien sûr, les cases dédiées aux tipeurs qui nous soutiennent au moment de cet enregistrement. Big up à Corsetilou, Yorad, Lolax, Mugiwara, Yonde, l'Arithmancien, Clara, Chloé, S. Charlotte, Camille, Lucie, Louison, Aurélien, Kimi Duck, Mathilde et Miss Booking. Booking, pardon. Booking, c'est pas la même chose. .com. Merci pour votre soutien et pour rejoindre cette magnifique liste. Vous pouvez retrouver le lien de notre page Tipeee en description avec tout le reste. Cet épisode est terminé, mais on se retrouve très vite pour la suite et bientôt la fin de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Le prochain chapitre s'intitulera « Le secret d'Hermione ». Alors d'ici là, on garde le secret, portez-vous bien et à très bientôt. À bientôt. Salut.